Il y a quelques années, une bataille a eu lieu entre différents clans d'artistes martiaux. Le protagoniste n'était qu'un petit orphelin au milieu d'une attaque sanguinaire. À cette époque, il a beaucoup souffert car sa meilleure amie d'enfance est partie. Mais elle a promis qu'un jour leur destin se croiserait. Le protagoniste a lui aussi fait une promesse pour l'avenir. Il deviendrait le plus grand maître du monde et qu'ils vivraient tous les deux dans un palais. La jeune fille a cru fidèlement à cette promesse. La scène nous ramène au moment présent. Le village des 6 clans accueille des touristes de passage. Généralement, ils se rendent à l'auberge du commerce pour échanger quelques objets. Un apprenti artiste martial était content de sa première semaine au village. L'endroit est très agréable. Les habitants apprécient également le garçon car il assure la sécurité du village. À ce moment-là, un employé de l'auberge appelle l'artiste martial du nom de Yoon et lui dit que la Guilde éternelle recherche de nouveaux membres et qu'il pourrait peut-être postuler. Son collègue lui fait remarquer que ce n'est pas une bonne idée de faire une telle proposition sans d'abord consulter le chef de la secte. Yoon dit que ce n'est pas grave car il ne peut pas accepter l'offre de toute façon. Il révèle que s'il est venu au village, c'est uniquement à cause d'un serment qu'il doit accomplir. Le villageois dit que c'est une bonne chose, mais lui conseille d'être particulièrement prudent lorsqu'il sort seul dans le village. Il y a un monstre qui a élu domicile ici. Il chasse les artistes martiaux et transporte fièrement leurs cadavres dans un sac, avant que le villageois n'ait fini son histoire terrifiante. Le monstre en question entre dans l'auberge, transportant un sac taché de rouge. Il ne peut s'empêcher d'attirer l'attention. Cette personne a la mauvaise réputation. Parmi les artistes martiaux est notre protagoniste, nommé Yue. Il porte le surnom d'étoile sombre. Depuis son enfance en raison de son apparence menaçante. À ce moment-là, le protagoniste demande où se trouve l'aubergiste, mais on l'informe que celui-ci est sorti. L'employé lui demande d'attendre dans la salle de réunion et lui propose de porter ses bagages. Mais le protagoniste répond froidement que c'est impossible, car il peut porter sa proie tout seul. L'apparence menaçante du garçon et ses paroles suffisent à effrayer tout le monde. Quelqu'un dit que les rumeurs à son sujet semblent vraies. Soudain, ce qu'il a capturé commence à bouger dans le sac. Et le protagoniste dit qu'il va mettre fin à ses souffrances, mais il est arrêté avant le moindre mouvement. L'artiste martial nommé Yoon s'interpose. Armé d'une lance à la pointe acérée, les villageois se demandent si le garçon est devenu fou de défier quelqu'un d'aussi cruel que l'étoile sombre. Yoon sourit en disant qu'il dégagera les chemins de Muram après avoir vaincu le protagoniste. Qu'il éclate de rire en se faisant défier par un gamin. Puis il demande si le type ne sait pas à qui il a affaire. Yoon se contente de le provoquer en duel. Le protagoniste répond que le garçon peut attendre dehors. Il le retrouvera quand il aura fini ce pourquoi il est venu. Finalement, l'artiste martial pense que l'étoile sombre essaie peut-être de le tromper. Et que tout ceci n'est qu'un plan pour lui permettre de s'échapper. Les villageois tentent d'avertir le garçon qu'il défie un homme mortel qui élimine n'importe quel être humain de manière lâche et douloureuse. Yoon remercie les hommes pour leur inquiétude, mais dit que cela fait partie de son serment. Il a promis qu'il serait le plus grand artiste martial, et que cela ne pourra se réaliser que lorsqu'il aura vaincu tous ses ennemis. Quoi qu'il en soit, le garçon accepte la décision du protagoniste et attend à l'extérieur de l'auberge. Eo se cache rapidement dans la salle de réunion. La proie qu'il transportait dans le sac n'était rien de plus qu'un sanglier. Bien que les rumeurs disent qu'il est un homme impitoyable et cruel. La vérité est que le protagoniste est un imposteur. Il n'est rien de plus qu'un homme craintif, qui a profité des rumeurs pour ne pas être dérangé. Mais maintenant, pour la première fois, quelqu'un a décidé de le défier. Le protagoniste pense à un moyen de s'échapper. Il se souvient avoir fait une promesse à une personne très importante, et ne peut pas mourir avant de l'avoir tenue. Pendant qu'il se cache dans la salle de réunion, une foule se rassemble devant l'auberge. Une jeune fille aux cheveux d'argent entend dire que le démon de l'escalier chaotique a été défié. Elle touche l'épaule de Yoon et les yeux du garçon s'illuminent, c'était la plus belle femme qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie. Elle demande immédiatement si c'est bien Yoon qui a défié l'étoile sombre. L'artiste martial répond par l'affirmative et se vante sans imaginer qui est la personne en face de lui. La femme attire l'attention de tous les villageois. Il la désignait par le surnom affectueux de l'épée du soleil et de la lune. Mais le vrai nom de la femme était Baek Silwa, elle était la célèbre disciple du plus grand maître des arts martiaux. Son maître a vaincu les chefs des sectes du dragon et du phénix. À ce moment, Yoon tente de s'attirer les faveurs de la femme.
pensant qu'elle chasse également le protagoniste. Il l'avertit que le type est au fond. Baek esquisse un léger sourit en disant qu'il l'avait enfin trouvé. L'artiste martial l'invita timidement à vaincre et elle ensemble, tandis que le protagoniste cherchait encore un moyen de s'échapper de cet endroit, le mur derrière lui est détruit. Et elle commence à crier de peur, disant qu'il n'est pas encore prêt, mais il se rend vite compte qu'il s'agit d'un employé de l'auberge. Soudain, une voix féminine attire son attention. Baek a utilisé Yoon pour défoncer la porte d'entrée de l'auberge. Désormais d'une voix douce, elle informe le protagoniste qu'elle est devenue le plus grand maître en arts martiaux et qu'elle a gagné beaucoup d'argent, alors il est temps que la promesse qu'ils se sont faite enfant se réalise. Un flashback du protagoniste disant qu'il l'épouserait apparaît dans son esprit alors que les deux se regardent. Les villageois ont secouru Yoon des décombres. Ils pensaient à tort que Baek voulait vaincre le protagoniste, mais ses actions avaient une raison. Tout le monde voulait voir le duel entre les deux plus grandes promesses du Morim. À ce moment-là, le protagoniste ne semble pas reconnaître son ami d'enfance. Alors il la remercie simplement pour son aide et tente d'échapper à la situation, mais Baek lui prend rapidement la main et la pose sur son visage. Eo ne pouvait oublier le contact doux de sa peau. Et bientôt un souvenir du passé est apparu. Il y a environ 15 ans, le monde traversait de grandes difficultés financières. À cette époque, Baek fut vendu à une famille et Eo devint son serviteur. Ils devinrent amis et l'amour naquit entre eux. Baek a 3 ans de moins que le protagoniste et c'est aussi la raison pour laquelle il s'est aventuré dans le Jangnu, l'endroit où Eo rêvait de retourner pour la retrouver. Alors à cet instant, il se demande s'il est en train de rêver. Le protagoniste est sur le point de poser des questions sur le passé, mais il change d'avis quand il voit le visage dédaigneux de la femme. Baek n'est pas à l'aise qu'on l'appelle demoiselle et dit qu'elle veut l'entendre prononcer son nom. Le protagoniste accepte et prononce timidement Baek Siloa. Le visage de la jeune fille rougit, et elle dit qu'elle est heureuse de le revoir. L'épée à sa taille attire l'attention du protagoniste. Il demande si la jeune fille est devenue une artiste martiale. Elle confirme que oui et ajoute qu'elle a travaillé dur pour tenir la promesse. Eo se rend compte que Baek ne parle que de cette promesse depuis son arrivée. Soudain, un flashback lui revient en mémoire où il promettait de demander la jeune fille en mariage après être devenu un artiste martial et être devenu riche. Baek réalise que Eo a oublié la promesse et il révèle qu'il ne s'en souvenait vraiment pas. La jeune fille lui dit qu'elle est venue le chercher pour lui après avoir entendu les rumeurs selon lesquelles il était une sorte de démon du chaos. Le protagoniste est embarrassé car il sait que tout cela n'est qu'un mensonge. Baek ajoute qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il séduirait des femmes. La peur envahit le garçon, mais la femme dit alors qu'elle se fiche des rumeurs. L'important est qu'ils se soient rencontrés, et maintenant ils peuvent accomplir la promesse de mariage. Il reste figé en entendant le mot mariage, et balbutie qu'il est déjà un homme engagé. Le protagoniste rappelle à la jeune fille un passage du Murim, qui dit qu'il y a 2 choses auxquelles même les maîtres suprêmes ne peuvent échapper, l'une est le passage du temps, et l'autre est l'arnaque à la location. Il a déjà vécu les deux. Les pires jours de sa vie se sont déroulés à Jongo, mais un jour en particulier se démarque. Quelqu'un a finalement décidé de l'aider et lui a tendu la main. Cette personne est une femme qui travaille comme marchande de la compagnie éternelle. Son nom est Han Kyung. Baek n'a ménagé aucun effort et est allé à la rencontre de la marchande. Elle voulait rembourser la dette que le protagoniste avait envers Kyung, car elle sentait que la femme s'en servait à son avantage pour contrôler Eo comme s'il était sa propriété. Kyung dit que cette histoire est étrange, et elle l'est vraiment, car le protagoniste a inventé cette dette pour convaincre Baek qu'il ne pouvait pas se marier. Il supplie alors mentalement Kyung de mentir. Il s'avère que la marchande l'avait beaucoup soutenu lors de leur rencontre, mais il semble que sa gentillesse ait été récompensée par de l'hostilité. Quoi qu'il en soit, elle décide de suivre le plan du protagoniste en réalisant qu'il ment. Eo a pris cette décision car il savait que Baek était l'une des plus grandes artistes martiales, et qu'elle le considérait aussi comme telle. À ce moment-là, Kyung interprète mal la situation. Elle pensait que le protagoniste était là pour se débarrasser de Baek et a décidé de l'aider. La marchande a alors dit que Théo prêtait seulement sa mauvaise réputation en échange de faveurs. Baek demande quelles étaient ces faveurs, mais la femme dit que si elle est là pour payer la dette, alors elle doit verser 100 000 nians. Kyung a choisi ce montant élevé car elle pensait que l'artiste martial n'avait pas autant d'argent. Le protagoniste fut heureux en entendant cela car il réalisa que la marchande
jouait le jeu avec lui. Mais avant que le garçon puisse célébrer, l'artiste martial sort un sac d'argent de ses vêtements et le donne à la marchande. Elle adresse un doux sourire au protagoniste, disant qu'ils pourront récupérer ce montant après le mariage. Il ne semble pas très heureux de la situation. D'un autre côté, la marchande réalise qu'il y a plus de 100 000 à l'intérieur du sac. Apparemment, elle n'a rien d'autre à faire. Mais la femme a une idée. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter cette somme car l'argent n'achète pas le mariage qu'elle a avec le protagoniste. Après ces mots, la femme saute sur les genoux de Hai, provoquant la colère de Bak. Kyung lui demande juste de continuer à jouer la comédie. Soudain, la foudre s'abat sur le corps de l'artiste martial. Et elle ordonne à la femme de rester loin de son mari. Le protagoniste réalise la mauvaise situation dans laquelle il s'est mis et hurle à Bak de se calmer, ajoutant que tout cela n'était qu'un malentendu. L'artiste martial n'a que faire de ces mots et dit qu'elle va en finir avec cette femme. Mais à cet instant, elle admet que la marchande est quelqu'un de très important pour lui. Bak est triste en entendant cela et la foudre s'arrête enfin, alors elle s'excuse de s'être mise en travers du chemin du couple et quitte le magasin. Le protagoniste la supplie d'attendre, disant qu'il expliquera le malentendu, mais l'artiste martial n'écoute pas. Kyung lui demande si ce n'est pas ce qu'il voulait. Elle était sûre que l'étoile sombre voulait rompre ses fiançailles. Plus tard, le protagoniste quitte la compagnie de commerce. Il marche tristement parmi les villageois. Il se sent coupable d'avoir déçu son ami d'enfance, et en plus, elle pense maintenant avoir été trahie. Il se souvient qu'au début, il n'était que le serviteur de la fille d'un noble. Ils s'étaient tous les deux promis de devenir des artistes martiaux et de se retrouver un jour. Elle a tenu sa promesse, mais pas lui. Cela ne fait qu'aggraver la culpabilité du protagoniste. Il est déterminé à arranger la situation et se met à sa recherche. Bientôt, son attention est attirée par des villageois. Une habitante dit avoir vu une fille courir vers la falaise. Ce qui l'a inquiété, car la jeune fille semblait un peu instable. Il demande rapidement aux villageois où cette fille est allée. La mauvaise réputation et l'image du protagoniste ne plaisent pas aux villageois, et ils ont peur. Mais ils lui disent bientôt où la fille est allée. Il gravit rapidement la montagne. Il regarde partout à la recherche de son ami. Il trouve enfin une personne aux cheveux d'argent au bord de la falaise. Sans réfléchir, le protagoniste court et étreint la personne, lui disant qu'il veut l'épouser. Au même instant, le vieil homme le regarde et lui demande si Hai va bien. Le protagoniste s'enfuit de là le plus vite possible après avoir confondu le vieil homme avec sa bien-aimée. Mais l'homme lui demande s'il compte vraiment partir après l'avoir demandé en mariage. Il s'apprête à expliquer le malentendu lorsque le vieil homme dit qu'il a pu voir le regard triste de cette fille, il semble qu'elle était vraiment déçue. Il encourage donc le protagoniste à être sincère et à ne tromper personne. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est assumer ses responsabilités. Il est surpris de réaliser que le vieil homme a vu Bak. Il le remercie pour le conseil et continue à la recherche de sa bien-aimée, mais quelques heures passent et aucun signe de Bak. La nuit tombait déjà lorsque le protagoniste décide de descendre de la montagne. Il retourne au village en se plaignant que la journée s'est mal passée. Mais avant que le jeune homme ne s'en rende compte, la jeune fille l'attendait dans le village. Le protagoniste lui demande, surpris, comment elle est arrivée là. Il ne met pas longtemps à remarquer que la jeune femme a les yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la journée. Il se tâte de lui expliquer que tout n'était qu'un malentendu. Il n'y a aucune relation entre lui et le marchand. Bak répond qu'elle le sait déjà. Le protagoniste n'est pas le genre d'homme à agir de cette façon, mais elle a compris qu'il a monté ce scénario pour ne pas l'épouser. Il admet qu'il ne peut vraiment pas l'épouser, sur quoi Bak décide de partir. Le garçon lui bloque rapidement le chemin, disant que cela ne signifie pas qu'il ne veut pas l'épouser. La vérité, c'est que son revenu mensuel ne dépasse pas 209. Il n'a pas réussi à s'enrichir et la promesse ne peut être tenue. Le protagoniste ajoute que la maison qu'elle voit en ce moment est louée. Il n'a pas d'argent pour en acheter une. En vérité, cette maison n'aurait même pas pu être louée sans l'aide du marchand. De plus, toutes les rumeurs à leur sujet sont des mensonges. Le protagoniste avoue qu'il n'est pas un artiste martial comme tout le monde le pense. Les larmes aux yeux, il dit qu'il n'a pas encore tenu sa promesse. Mais lui demande d'attendre encore un peu, car il est bien décidé à l'épouser. Il la serre dans ses bras tout en se déclarant. Bak accepte d'attendre qu'il tienne sa promesse. Soudain, elle enroule ses bras autour de sa taille puis le plaque au sol. Le protagoniste ne comprend pas ce qu'elle essaie de faire. La jeune fille rapproche de plus en plus son visage,
disant qu'elle est impatiente d'avoir des enfants. Son cri est entendu de loin par les villageois, mais les rumeurs sont complètement différentes de ce qui s'est passé. Les gens commentent qu'ils ont vu de leurs propres yeux le duel entre l'épée du soleil contre l'étoile des ténèbres. Le malentendu parvient aux oreilles de tous les villageois et tout le monde croit que le protagoniste a été le vainqueur du duel. Un parchemin a été envoyé à la secte orthodoxe rapportant la défaite de Bach. La personne qui l'a écrit semblait excitée. Cette fille est du clan Sachintang. Les rumeurs de la défaite de Bach étaient une bonne nouvelle pour la secte rivale. Car Bach est le plus grand prodige de cette génération. Le lendemain arrive, il semble que Bach a passé une nuit merveilleuse chez le protagoniste, mais son humeur radieuse change quand un homme se met à crier pour appeler Aïe. Le villageois dit qu'ils doivent régler les affaires en suspens, il menace même d'en finir avec le protagoniste. L'homme entre dans la maison de Aïe après n'avoir reçu aucune réponse, mais il est arrêté par une lame sur son cou. Bach demande froidement qui est l'intrus, puis se présente comme la maîtresse de cette maison. L'homme révèle qu'il est le propriétaire de la maison, il est venu chercher l'argent du loyer. Bach décide de laisser le propriétaire parler au protagoniste pendant qu'elle s'occupe du déjeuner. Aïe invente une excuse pour ne pas payer le loyer une fois de plus. Le propriétaire crie que ses loyers sont en retard et qu'aujourd'hui il a presque perdu la tête, alors le moins qu'il mérite c'est l'argent du loyer. Aïe essaie de payer avec le sanglier qu'il a chassé hier, le propriétaire est sur le point de le frapper quand soudain il voit Bach aiguiser son poignard et le regarder. L'homme demande avec curiosité qui est cette épéiste qui se dit la propriétaire de la maison. Il avoue qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue de sa vie. Le protagoniste demande si l'homme se souvient qu'il avait dit avoir quelqu'un. Le propriétaire est choqué, car il ne pensait pas qu'elle existait vraiment. Aïe dit qu'elle s'appelle Bach et qu'ils vivent ensemble maintenant. L'homme se souvient rapidement qu'il a entendu les rumeurs impliquant le nom de Bach, elle est l'épée du soleil et de la lune. Aïe demande quelles sont ces rumeurs. Le propriétaire est surpris qu'il ne soit pas au courant des ragots qui se sont répandus jusqu'au village de l'autre côté de la montagne. L'homme dit qu'il ne se fie guère aux rumeurs, mais que celle-ci était différente et a laissé tous les villageois agités. L'histoire qui s'est répandue est que le démon de l'épée du chaos a hypnotisé l'épée du soleil et de la lune. Il semble que les habitants du village soient très créatifs. Le propriétaire avoue qu'il y a cru au début, mais ne croit pas que Aïe utiliserait l'hypnose. À ce moment-là, Bach rejoint les deux hommes et donne à manger au protagoniste dans la bouche. Elle est si amoureuse que l'on pourrait croire à de l'hypnose. Quoi qu'il en soit, le propriétaire décide de leur conseiller d'être prudents. Tout le monde croit assister à la confrontation de deux étoiles, alors il pourrait s'imaginer le pire. En apprenant leur union, Bach touche doucement le bras de Hill, lui disant qu'elle sera à ses côtés pour toujours. Le personnage principal est convaincu qu'il pourra devenir un maître des arts martiaux lorsque cela se produira. Rien ne peut mettre fin à leur union, et finalement, le mariage aura bien lieu. Le propriétaire leur demande de cesser leurs déclarations dramatiques et leur demande où est l'argent du loyer. Le jour même, ils rendirent visite tous les trois au gentil marchand. Après que Bach a appris que la dette n'avait jamais existé, elle a récupéré les 100 000 neufs. Puis elle a payé le propriétaire de la maison. L'homme n'avait jamais vu autant d'argent et a suggéré qu'il achète la maison, mais le jeune homme a refusé l'offre car il voulait acheter un palais à l'avenir pour vivre avec sa petite amie. De plus, il n'oserait pas dépenser l'argent de Bach. La jeune fille a souri, disant que cet argent est le leur. L'amour entre les deux tourtereaux dérange le propriétaire. Il ne supporte plus leurs déclarations. Quoi qu'il en soit, l'homme demande seulement au protagoniste de ne pas détruire sa maison. Il a l'intention de la louer lorsque le couple partira. Il dit à l'homme de ne pas s'inquiéter car il prendra soin de la maison comme si c'était la sienne. La promesse n'a pas duré longtemps car ils ont aperçu de loin des flammes dévorer l'endroit. L'incident a rapidement attiré l'attention des villageois. Et en peu de temps, tout le monde regardait la maison brûler. La responsable était la jeune fille du clan de la ville de Sachin. Elle a déclaré avec enthousiasme qu'elle les attendait. Tout le monde connaissait le phénix empoisonné du clan Tang, son nom est Tangaï. Elle prévient qu'elle est là pour assassiner le protagoniste, Eo, et les villageois tremblent de peur. Mais Bach résout la situation en quelques secondes en projetant de l'eau sur la maison. Le protagoniste pleure en voyant ce qu'est devenu sa demeure. Bach lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle va s'en occuper. Aïe est excitée, réalisant qu'elle va affronter l'épée du soleil et de la lune. Au début, elle n'avait pas l'intention de combattre Bach. Mais elle est prête maintenant qu'elle en est arrivée là. Aïe annonce qu'elle va montrer la technique de poison du clan Tang. Leur technique ultime,
mais elle n'en a pas le temps car elle se retrouve enterrée dans le sol. Avant même qu'elle puisse faire le moindre mouvement. Personne ne pouvait résister aux techniques de Bach. Le protagoniste a profité de l'instant pour se plaindre que la jeune fille ait mis le feu à sa maison. Au final, ce n'est rien d'autre qu'une personne déséquilibrée. Elle se vante, disant qu'elle est la future dirigeante du clan Tang et que les choses ne seront donc pas si faciles. Soudain, le phénix empoisonné touche le sol et appelle sa loyale et excellente subordonnée. Une assassin du clan Tang apparaît et est enseveli dans le sol en moins d'une seconde. Il reste bouche bée, réalisant que l'assassin connu sous le nom de Silencieuse a été vaincu si rapidement. Le protagoniste profite du fait que les deux sont immobilisés pour leur demander pourquoi elles ont fait ça. Elle dit que la réponse est évidente. La jeune fille se présente comme l'héroïne vertueuse de la secte orthodoxe. Venue pour punir les méchants de la secte orthodoxe. Son but était aussi de sauver l'otage. Le propriétaire se met en colère face à ce motif futile et retenu par le protagoniste. L'homme veut en finir avec elle pour avoir endommagé sa maison. Elle se défend. En disant qu'elle a fait ça uniquement parce que le démon de l'épée du chaos a pris en otage l'épée du soleil et de la lune. Donc il ne devrait pas agir comme s'il était innocent ou la victime, c'est juste le karma pour ses actions. Le protagoniste est confus car il se souvient qu'elle voulait aussi combattre Bach. Donc ça n'a pas de sens qu'elle dise être venue pour la sauver. L'assassin Géo intervient dans la conversation pour dire qu'en réalité, Bach était la cible principale depuis le début. Elle la traite d'idiote pour avoir révélé la vérité. Le protagoniste ne comprend pas. Pourquoi les filles feraient ça si Bach est de la même secte orthodoxe qu'elle? Géo dit que tout a commencé. Il y a 2 ans, pendant le tournoi de Murim. Elle a été complètement écrasée par l'épée du soleil et de la lune. Alors elle voulait sa revanche. Elle essaie de faire taire sa subordonnée. Le protagoniste a entendu l'histoire et de nouvelles questions ont surgi. Il a demandé si Bach connaissait la fille. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait jamais vue. Le phénix empoisonné ne se lasse jamais d'être rejeté. Elle dit qu'elle n'a pas été la seule à être humiliée par Bach, alors elle a demandé à Géo de l'aider. Soudain, la tueuse bondit hors du sol et rattrape rapidement le protagoniste. Bach brandit l'épée, disant qu'elle ne s'échappera pas. Géo prend quelqu'un en otage et place une dague près de son cou. Elle se vante qu'ils seront maintenant forcés de la laisser partir. Le protagoniste n'arrive pas à croire qu'elles ont utilisé une vieille femme comme otage. Pendant qu'il observe la scène, elle lui crie de se rendre ou quelque chose de terrible arrivera. Il avoue qu'il ne connaît pas la dame qui est prise en otage. Le phénix empoisonné dit qu'il ment parce que cette vieille femme est sa mère. Le protagoniste se souvient tristement que sa mère est décédée quand il avait 5 ans. Apparemment, le plan B de la jeune fille n'a pas très bien fonctionné, les villageois remarquent qu'ils ont pris la mauvaise mère. Quelqu'un crie que cette vieille femme est la mère de Yan. Du village d'en bas. Yan se met à pleurer, disant qu'elle ne pensait pas que l'étoile sombre était si mauvais. Sa mère est prise en otage et il ne pense même pas à l'aider. La jeune fille parvient à manipuler l'opinion de la plupart des habitants. Car ils avaient déjà une mauvaise image du protagoniste, alors ils pensent que le garçon a vraiment abandonné sa propre mère. Et ne se soucie pas de son bien-être. Il s'inquiète des commentaires négatifs. Il dit alors que la jeune fille n'a rien à voir avec le titre de phénix empoisonné, elle n'est rien de plus qu'une fille gâtée. Ces mots l'attristent car le titre de phénix empoisonné est l'honneur du clan Tang. Bach décide de s'occuper de l'affaire et demande au protagoniste de se calmer. À ce moment-là, une aura meurtrière émane d'elle. Et avec colère, elle demande ce qu'il a dit sur sa secte. Le protagoniste réalise qu'il a touché un sujet sensible. Soudain, elle dit qu'elle va en finir, mais Bach n'est pas prête à laisser quiconque toucher son petit ami. À ce moment-là, Géo lui lance une aiguille d'acupuncture. L'artiste martial bloque l'attaque avec facilité, mais elle n'a pas réalisé qu'une deuxième aiguille était envoyée sur lui. Il est touché et tombe au sol. Bach est complètement désespéré et essaie de l'aider à tout prix. Elle s'en veut de ne pas l'avoir remarqué. Le protagoniste dit que tout va bien. Et reçoit un câlin de sa petite amie. Le propriétaire se demande si tout va vraiment bien. Il est sûr d'avoir vu l'aiguille le traverser. Il dit que ses vêtements sont épais. Donc il n'a presque rien senti. Elle attire l'attention en disant que ce n'est pas encore fini. La pointe de l'aiguille était enduite du poison suprême développé par le clan Tang. À l'heure qu'il est, le poison a déjà atteint son dentian. La jeune fille ajoute que l'attaque était mortelle, il ne vivra donc pas beaucoup plus longtemps. Sa fin sera misérable. Bien qu'elle se soit donné beaucoup de mal pour terroriser le protagoniste. Il semble que ses paroles n'ont pas été prises au sérieux. Le propriétaire demande à Bach de s'occuper du garçon pendant qu'il va chercher le remède.
Le protagoniste se relève comme si de rien n'était, ce qui la pousse à se demander si elle a oublié de mettre le poison sur l'aiguille. Elle vérifie la fiole et en vient à la conclusion qu'elle a apporté le mauvais poison. La jeune fille se pique le doigt. Avec l'aiguille pour tester le poison, elle s'évanouit l'instant d'après. Quelques heures plus tard, Aïe se réveille dans un endroit inconnu. Eo la prévient qu'il l'a amenée à l'infirmerie du village. Elle se tordait de manière si spectaculaire sur le sol qu'il lui était impossible de l'ignorer. Cela fit réaliser au protagoniste que le poison était bien réel. Aïe remarqua qu'il allait bien. Le seul moyen qu'elle connaissait pour combattre le poison était d'atteindre la maîtrise parfaite de son énergie interne. Quoi qu'il en soit, elle essaie de comprendre pourquoi il l'a sauvée. Le protagoniste avoue qu'il ne voulait pas le faire, mais qu'il l'a fait car il avait une affaire en suspens avec la jeune femme. Aïe interprète mal ses paroles car elle pense que c'est une mauvaise personne. Quoi qu'il en soit, elle comprend qu'elle a été sauvée par lui. Dans ce cas, le phénix empoisonnait sang. Qu'elle avait tort d'imaginer qu'il était retenu en otage ou subissait un lavage de cerveau. Elle sent qu'elle lui doit des excuses, mais Eo l'interrompt et dit qu'il veut en savoir plus sur sa famille. La jeune femme refuse, disant que c'est une affaire personnelle. Elle ne veut pas impliquer sa famille dans ses propres problèmes. Alors elle dit qu'elle assumera la responsabilité de ses actes. Le protagoniste dit que c'est parfait, elle doit juste payer 100 000 neufs. La jeune femme répond qu'elle le fera quand elle sera libérée. Eo répond que d'abord elle doit payer les frais de la maison qu'elle a détruite. Le lendemain, Aïe commence à travailler au Pingouin afin de réunir l'argent qu'elle doit à Eo. Elle sert les clients avec gentillesse. Bien que le protagoniste semble être quelqu'un de gentil, Aïe ne ressent pas la même bonne énergie que Bak. Le travail de la jeune femme continue. Pendant ce temps, Bak est confortablement allongé sur son petit ami. Il lui demande de s'écarter un peu, mais la jeune femme refuse et a l'air agacée. Le protagoniste assure que tourmenter une enfant ne ramènera pas la maison. Il a fait ce qu'il a pu et estime que Aïe a un certain sens des responsabilités. Donc, tout devrait bien se passer maintenant. Bak n'est toujours pas satisfaite et dit que la prochaine fois, elle s'occupera de tout. Alors elle s'approche, demandant si la position est confortable. Le protagoniste la tire plus près de lui, le visage rouge. Leur idylle n'est pas bien vue par le propriétaire. Et le phénix empoisonné. Ils sont dégoûtés par la scène et Aïe se demande pourquoi Géo met autant de temps. À ce moment-là, Géo marchait parmi les passants, se plaignant de la chaleur. Elle enleva son manteau et sentit l'air devenir rafraîchissant avec un sourire. La femme dit qu'elle rencontrera à nouveau son rival dans le futur. Il ne lui échappera pas. Plus tard ce jour-là, le protagoniste décida qu'il devait devenir un maître en arts martiaux. Sans plus tarder, Baek l'accompagna dans son entraînement. Éole sait qu'il rencontrera d'autres ennemis comme Aïe à l'avenir et qu'il doit se préparer. Sa prochaine destination est Jungkook, et dans cet endroit, seuls les plus forts survivent. En y réfléchissant, le protagoniste demande si sa petite amie peut lui donner quelques conseils. Eh bien, Baek est un maître exceptionnel. Éole est au dernier rang. Il n'est même pas capable de maîtriser le contrôle de base de la respiration, il est donc gêné de demander l'aide de la jeune femme. Baek le rassure, en lui disant qu'il a une énergie externe bien entraînée, et que la discipline se voit dans ses muscles. Alors continue simplement de t'entraîner, dit la jeune femme en se jetant dans ses bras. Elle lui conseille de se concentrer sur l'entraînement de l'énergie interne. Le protagoniste dit qu'il avait prévu de faire cela séparément plus tard. Quand ils retournent tous les deux à l'auberge, Baek revient sur le sujet de l'entraînement de l'énergie interne. Elle sent que le protagoniste manque d'assurance. Dans ce cas, elle va l'aider elle-même à faire circuler le chi. Avant de commencer, la jeune femme avoue qu'elle n'a jamais pratiqué l'entraînement d'énergie avec quelqu'un d'autre auparavant. Alors il vaut mieux aligner les dantians et essayer. Le protagoniste se réjouit en entendant cela, mais il se souvient immédiatement où se situent les 3 points principaux. Le dantian inférieur se trouve entre les jambes, le dantian du milieu sur la poitrine, et le dantian supérieur sur la tête. Baek est prête à aligner les énergies internes. Le phénix venimeux entend l'agitation dans la chambre et décide de s'en mêler. Elle pensait que les deux prévoyaient de s'entraîner à l'énergie et voulait participer, mais Aïe le regretta en voyant Baek retirer les vêtements du protagoniste. L'artiste martial dit qu'il s'agit de la technique d'absorption des étoiles. Dans ce cas, Aïe assure la sécurité de la chambre. Le propriétaire entre dans la pièce lorsqu'il remarque la disparition de la nouvelle employée. C'est à ce moment-là qu'il voit le protagoniste torse nu. L'homme accuse Éole de faire des choses inappropriées dans son auberge.
Il dit qu'il a offert une chambre pour que le couple ait un endroit où loger après la destruction de leur maison. Et malgré cela, il sème à nouveau le désordre. Le protagoniste explique qu'il s'agit d'un malentendu, mais le propriétaire ne veut rien entendre. Soudain, une voix féminine dit qu'il est arrivé au bon moment. Éole essaie d'empêcher sa petite amie de frapper l'aubergiste, tandis que le phénix venimeux demande qui est la femme au gros melon. Kyung dit qu'elle est venue ici pour faire une proposition au protagoniste. La scène change et montre un voyageur, pris en embuscade par des voleurs sur le chemin du retour. L'un des bandits inspecte la diligence, puis voit elle dans son groupe, un coup d'épée. Suffit pour que l'homme comprenne qu'il ne doit pas s'en prendre à ces gens. Il prévient les autres bandits qu'il n'y a rien à voler dans la diligence. Cela ne les a pas empêchés de se faire rosser. Le voyage continue et King dit que ces types sont des sangsues, essayant de profiter de la moindre occasion. Le vrai problème, ce sont les bandits de la forêt verte. Ils sont une branche sous les ordres du quartier général, mais le niveau de menace a augmenté depuis qu'ils ont appris les arts martiaux. Ils sont exceptionnellement intelligents, évitant les actions qui attirent l'attention de l'alliance martiale. Ou la répression du gouvernement, mais pour une raison quelconque, tout ça c'est du passé. Maintenant, ils sont devenus violents et attaquent tout ce qui passe devant eux. C'est pourquoi Kion a engagé Elle et Bak, elle transporte un objet très important. Et a besoin d'eux pour escorter la caravane. Le protagoniste répond qu'elle a offert un paiement. Donc il n'y a aucune raison de refuser l'offre, mais il ne comprend pas pourquoi Kion a aussi invité le phénix empoisonné. Ai dit qu'elle ne peut pas rester les bras croisés quand des innocents souffrent à cause des méchants. De plus, elle doit encore 100 000 neufs au protagoniste. Et elle dit que cela n'aurait de sens que si elle l'aidait vraiment pour quelque chose. Il se souvient que la fille a dit qu'elle travaillerait, mais qu'elle a passé la plupart du temps à dormir. La discussion est interrompue par un sifflement strident, c'est ainsi que les bandits de la forêt verte communiquent lorsqu'ils trouvent une nouvelle victime. Ai sort de la diligence, déterminée à s'occuper seule des voleurs, mais elle change d'avis en voyant que les hommes ont des épées et des gourdins. De plus, le nombre de bandits est plus élevé qu'elle ne le pensait. Dans ce cas, la petite amie du protagoniste dit qu'elle peut s'occuper de tout en 10 secondes. Ai se met en colère et dit que personne ne doit toucher à sa proie. La jeune fille sort alors des aiguilles explosives de ses vêtements et les lance sur les bandits. L'instant d'après, une explosion ravage les lieux. Kion et elle crient que ce n'est pas bon. Le sol se met à trembler et des pierres volent dans toutes les directions. Tout le monde est emporté par les décombres. Au même moment, dans une autre partie de la forêt, le chef des bandits parle à l'un de ses disciples. À propos de la caravane de la marchande. Initialement, le disciple pensait que ce serait très difficile à faire car la femme devait avoir de bons gardes. Mais le chef des bandits était confiant dans la force de ses hommes. De plus, il a demandé des renforts. De la base principale de la forêt verte. Le chef dit que la véritable opération commence lorsque cette personne apparaît. Le disciple fait l'éloge du chef et suppose que ses stratégies surpassent celles du génie Zhuge Liang. Le chef le remercie pour ses paroles quand, soudain, un des bandits court vers lui et dit que quelque chose s'est mal passé. Un de ses hommes a été éliminé. Le chef des bandits pense que le marchand a de très bons gardes, mais le bandit répond que ce n'est pas ça. En fait, les gardes et la cible ont été éliminés en même temps que l'avant-garde. Un silence gênant plana sur les hommes. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Kiang est secouru par le protagoniste. Dans le passé, la femme a appris son existence grâce à un croquis fait par les villageois. Le protagoniste a toujours donné l'impression d'être un homme cruel et sanguinaire. Kiang en a profité pour utiliser son image et en tirer ses propres avantages. Grâce à cela, les deux sont devenus de grands amis. Donc, en revenant au moment présent, nous pouvons voir le résultat de l'explosion causée par l'héritière de la secte Tang. Kyung a été projetée dans le lac par l'impulsion déclenchée par le feu. Le protagoniste a réussi à la secourir. La femme est restée inconsciente pendant un moment et a reçu une couverture pour se réchauffer malgré la noyade. Il pense encore qu'il a eu de la chance de ne pas avoir été enseveli par le glissement de terrain. La situation est si mauvaise qu'il ne peut même pas faire de feu à cause des bandits de la forêt verte. De plus, le protagoniste ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour sa petite amie. Après l'explosion, elle a tout simplement disparu. Il est facile d'imaginer que Baek est saine et sauve. Car elle a un meilleur entraînement que lui, alors le protagoniste pense à un moyen de se débrouiller, mais avant qu'une idée ne lui vienne à l'esprit, il est retrouvé par les bandits de la forêt verte. Sans réfléchir à deux fois.
Le garçon prend l'épée et la balance de haut en bas, essayant d'effrayer les nouveaux venus. Cela fonctionne car les hommes identifient le manteau qu'il porte. Quelqu'un crie qu'il est le démon de l'épée du chaos. Il est étonnamment admiré par les bandits. Il s'avère que les hommes pensent que le protagoniste est un bandit comme eux. Alors, on lui demande s'il a déjà réussi à capturer le chef du commerce éternel, le protagoniste. Profite de cela pour faire son numéro, il ment en disant qu'il a déjà capturé la proie. Les hommes disent qu'il peut s'occuper de Kyung, mais Yal refuse toute aide en mettant un tissu dans la bouche de la femme. Il veut juste s'enfuir de cette situation, mais pour une raison quelconque les bandits admirent sa force. Et pensent que c'est lui qui a provoqué le glissement de terrain. Après tout, l'étoile sombre est le seul à pouvoir causer une si grande explosion. Le protagoniste demande rapidement s'ils ont vu des survivants en vêtements blancs. Parmi les marchands, le bandit répond que non, alors il dit vouloir être prévenu s'ils en rencontrent. Les bandits acceptent et traitent Yal comme s'il était le patron. Mais à ce moment-là, le délinquant à la bière se souvient avoir entendu une rumeur, selon laquelle la compagnie commerciale éternelle a une sorte de relation avec le protagoniste. Le jeu d'acteur de Yal entre en scène, et il ment en disant que les marchands ont essayé de le flatter, mais qu'ils ont été rejetés. Les bandits croient le mensonge. Il ne faut pas longtemps pour que Kyung se réveille. Il lui fait un clin d'œil comme pour dire à la femme de suivre son scénario, mais il est trop tard. Car la marchande comprend tout de travers. Elle pense que le protagoniste est en train de la kidnapper. Avec les autres bandits, alors la femme lui frappe le visage avec son genou. Tout s'aggrave lorsque les bandits annoncent qu'ils sont arrivés à la maison du chef. Il se rend compte qu'il doit fuir le plus vite possible avant de rencontrer le chef des bandits. L'image de l'artiste martial lui apparaît en esprit, et il a une idée. Le protagoniste dit qu'il doit maîtriser son souffle avant de rencontrer le chef de la forêt verte. Les hommes sont d'accord avec lui et assurent la sécurité des lieux. Mais Yal prend une posture terrifiante et dit qu'ils sont deux incapables pour s'occuper de sa sécurité. Dans ce cas, il préfère maîtriser son souffle seul. L'ordre est immédiatement accepté, et il est laissé seul dans la forêt. Kyung retire enfin le tissu de sa bouche et gronde le protagoniste. Elle dit qu'elle n'aurait jamais dû lui faire confiance et qu'elle le déteste. Puis crie de défaire les cordes qui lient sa main. Le protagoniste le fait d'un coup d'épée. Et dit que la performance de la femme était incroyable. Elle répond que c'est le talent d'une marchande. La femme pensait que le protagoniste pouvait simplement en finir avec les bandits sans avoir besoin de tant de comédie. Il dit qu'il n'aurait pas pu la protéger s'il avait fait ça. Kyung dit qu'elle comprend et suggère qu'il parte d'ici le plus vite possible. Yal révèle qu'il peut l'accompagner jusqu'à mi-chemin de la montagne, mais qu'après cela la femme devra continuer seule. Kang se met en colère, disant qu'elle ne peut pas marcher seule dans un endroit infesté de bandits. La dispute attire l'attention d'un malfrat. Il demande s'il y a quelqu'un dans la forêt. Eo et Kyung se cachent rapidement, le bandit ne voit personne. Et commente à un ami qui a entendu dire qu'ils ont attrapé la belle femme de la secte orthodoxe, qui était avec l'équipe d'escorte. Ils recevront certainement beaucoup d'argent pour la rançon. Le protagoniste craint que cette femme soit sa petite amie. Kyung lui conseille de quitter la forêt. Baek a été capturée, même si elle est une maîtresse des arts martiaux, donc ce sera pire s'il essaie d'agir contre ces bandits. La marchande ajoute qu'elle a entendu les malfrats parler d'un renfort. Il semble que cette personne soit plus forte que Baek. Kyung dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de reculer. Eo répond froidement qu'il ne le fera pas. Peu lui importe d'être blessé. La personne la plus importante de sa vie a été enlevée, et il n'abandonnera pas tant qu'il ne l'aura pas retrouvée. Kyung lui demande si la promesse qu'il a faite à Baek est plus importante que le contrat qu'il a avec elle. Le protagoniste dit qu'il honorera leur accord, et qu'il a donc l'intention de l'escorter jusqu'à mi-chemin de la forêt. La femme garde la tête baissée en écoutant cela. Soudain, elle commence à déchirer ses propres vêtements. Et effraie Eo. Kyung lui dit de faire de même, comme il fallait s'y attendre. La chef du secteur vestimentaire de la compagnie éternelle a rapidement confectionné un déguisement pour eux deux. Maintenant, ils pouvaient chercher Baek sans problème. Le protagoniste n'était pas à l'aise, mais la femme a dit que c'était tout ce qu'elle avait réussi à faire avec peu de matériel. Pendant ce temps, l'experte en arts martiaux ne pouvait s'empêcher de penser à son petit ami. Même si sa propre situation était plus inquiétante. Plus tard dans la journée, le protagoniste trouva le chemin de la maison du chef des bandits. Il se présenta. Mais il semble que les malfrats ne le reconnaissent pas à cause de son changement de vêtements. Eo est accusé d'essayer de se déguiser en membre du clan de la forêt verte. Kyung frappe facilement les hommes au visage.
Puis elle dit qu'elle fait partie des renforts. Que le chef a demandé. Les malfrats furent surpris car ils pensaient que le renfort était un homme avec de gros muscles. Kyung ment, disant qu'elle est venue accompagnée de son mari et qu'on leur refuse l'accès à la base principale. Les malfrats se sont excusés pour leur ignorance. Et elle exige qu'ils lui montrent le chemin vers l'entrée de la forteresse. La demande est exécutée, et en quelques minutes, ils arrivent à la base des bandits de la forêt verte. Le roi est surpris de voir que l'endroit est détruit. Le délinquant dit que c'est devenu ainsi après qu'une immense énergie d'épée bleue a soudainement déferlé, faisant exploser toute la montagne au niveau du bâtiment principal. Eo a senti que sa petite amie y avait participé. D'un autre côté, Kyung a demandé quel maître pouvait causer ce niveau de destruction avec une seule attaque. La femme a compris qui était responsable. Au moment où elle a vu le visage effrayé du protagoniste. Elle ne peut s'empêcher d'avoir des sentiments mitigés à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Kyung se concentre sur le plan pour secourir Baek. Ils sont conduits vers la zone de stockage et la prison de la forteresse de la forêt verte. Avant que le délinquant ne puisse poser de questions, le protagoniste le frappe à l'arrière de la tête avec sa main. Le coup visait simplement à assommer l'homme. Mais il semble que cela l'ait assommé pour de bon. Kyung dit qu'il ne devrait pas y penser maintenant. Les deux partent donc à la recherche de l'artiste martial. Ils trouvent la première cellule et appellent Baek. La personne est heureuse que quelqu'un soit venu la secourir, alors elle s'approche des barreaux en célébrant, mais Kyung et Eo réalisent qu'ils se sont trompés de personne. A est libérée et dit qu'elle n'a pas vu Baek. Elle se souvient avoir été arrêtée avec d'autres personnes qui ont été libérées, mais jusqu'à ce moment-là, elle n'a pas vu l'épée du soleil et de la lune. Kyung pense que Baek n'a pas été capturée. Après tout, une femme comme elle est trop forte pour être immobilisée par de simples bandits de la forêt verte. Le protagoniste est soulagé d'entendre cela, croyant que sa petite amie a réussi à s'échapper. Elle les avertit qu'il vaut mieux se dépêcher de quitter cette prison. Dès que possible, avant le retour de la patrouille. Les deux sont choqués d'apprendre qu'il y a une patrouille. Le phénix de poison se souvient d'avoir entendu les délinquants parler d'une cloche d'urgence qui sonne dans toute la forteresse si la porte de la prison s'ouvre. À cet instant, ils sont encerclés par les bandits. Le chef crie qu'il savait que ces imbéciles d'orthodoxes viendraient ici. Mus par un sens débridé de la justice. Tout s'est déroulé selon son plan. Le protagoniste admet être tombé dans le piège, mais la marchande pense que tout ira bien car a peut utiliser à nouveau un de ses explosifs. La jeune fille leur annonce la triste nouvelle qu'elle n'en a plus. Tout était dans le manteau perdu lors du glissement de terrain. Les deux commencent à se battre. Pendant ce temps, le protagoniste réfléchit à un moyen de s'échapper. Les filles pensent qu'il n'y a aucune issue. Mais Io utilise son apparence effrayante pour inspirer la peur aux hommes, il est rapidement reconnu. Quelqu'un crie qu'il est l'étoile sombre. Io en profite pour menacer les hommes à son tour. Tu encourages la jeune fille à faire quelque chose d'utile. Le phénix venimeux dit qu'elle n'est pas tombée dans le piège. En fait, elle a un plan et il devrait penser à se protéger. Le protagoniste bégaye en menaçant. Mais avec la mauvaise réputation du garçon, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Les bandits attendent un ordre du chef, toujours confiants que son plan fonctionnerait. Mais à ce moment-là, ils sont surpris par un autre homme. C'était le renfort des bandits de la forêt verte. Sik interfère avec le plan de l'équipe. Il est l'un des plus forts parmi les rois de la forêt verte. Sik connaît le protagoniste et est surpris de le voir ici. Il lui fait une offre, considérant que Hale est sanguinaire comme lui et qu'il en a aussi après l'argent. Sik dit que le protagoniste peut rejoindre les bandits de la forêt verte et gagner de l'argent. Grâce à la rançon des otages, il gagnera une bonne part. Hale reste silencieux, ce qui désespère Kong, et elle crie qu'il ne peut pas rompre le contrat. Sik crie, disant que la seule chose sur laquelle une personne peut compter dans ce monde est l'argent. Le marchand espère ne pas être trahi. Sik tend la main pour sceller l'accord, mais Hale frappe la main de l'homme. Et dit que tous les artistes martiaux sont pareils. Ils pensent avoir le droit de prendre tout ce qu'ils veulent aux autres. Simplement parce qu'ils ont un peu de force. Le protagoniste ajoute qu'il est ici pour récupérer une personne et qu'il ne partira pas. Tant qu'il n'aura pas réussi. Avant que le garçon ait fini de parler. Le mur de la prison souterraine est détruit. Tout le monde se tourne vers l'endroit du bruit. Baek entre lentement, tirant un criminel par les cheveux. L'apparition de l'artiste martial a provoqué deux choses. Chez ceux qui étaient présents, Baek avait une beauté si époustouflante qu'elle leur a fait tout oublier un instant,
mais son aura meurtrière était si écrasante qu'elle éclipsait tout autre sentiment. Une seule personne pouvait être gratifiée de sa gentillesse. Bach saute dans les bras du protagoniste en lui demandant s'il a été blessé. Hale confirme que tout va bien avec un sourire aux lèvres. Mais lui demande où elle était passée. La femme dit qu'elle s'est occupée de toutes les forteresses et tours de guet de la région. Pendant un instant, tout le monde est soulagé. Io accuse Bach d'être une folle qui se promène en émanant une intention meurtrière. Le phénix venimeux a réussi à attirer l'attention qu'elle désirait tant. Mais pas dans le bon sens du terme, car l'artiste martial se souvenait que l'incident était entièrement de sa faute. Elle s'est promis qu'elle ne laisserait plus son petit ami en danger. Et pour cela, elle mettrait un terme à Aiel. Il tente de calmer la situation et dit qu'ils ont un accord avec Kyung. Il est donc préférable de partir. Le protagoniste ne convainc pas la femme. Bach est déterminé à battre Ai. Il suggère de juste faire peur à la fille. À ce moment, Sik saisit l'occasion de prendre l'artiste martial. Par surprise, mais elle apparaît l'attaque venue de derrière. Le bandit dit qu'elle est aussi belle que les rumeurs le prétendent. Les coupures sur son visage révèlent qu'il y a eu beaucoup de combats aujourd'hui. Il ne faudra pas longtemps pour que son énergie soit complètement épuisée. Dans ce territoire ennemi, Sik prépare une nouvelle attaque. Car il est déterminé à capturer l'otage à nouveau. Pendant que les deux se battent. Le chef des bandits se réjouit de la situation. Il pense que Sik est suffisant et dit qu'un monstre en pleine croissance peut en vaincre un qui est pleinement formé. Le protagoniste s'inquiète pour sa petite amie et décide de l'aider avec les bases d'escrime qu'il a apprises. Le combat devient de plus en plus tendu, mais Bach semble calme, ce qui rend Sik furieux, car elle aurait déjà dû être à court d'énergie. Soudain, la jeune femme s'arrête et regarde le protagoniste, disant qu'elle doit réguler son ki. Sik hurle qu'il va en finir avec eux sur le champ. Le bandit, connu pour sa force, a participé à un entraînement féroce. Dans son enfance, le maître, nommé le roi de la forêt, a identifié le manque de talent chez les 8 bandits principaux. Il a donc donné un ordre à ses disciples. Ils devaient se concentrer sur la maîtrise d'une seule chose. La voie que Sik a choisie était la force. À ce moment, il a préparé son meilleur coup pour vaincre Bach. Sik était déterminé à oublier une vie de médiocrité. Malgré cela, Bach était calme. La force du bandit pouvait briser une pierre pesant 1000 livres. Mais ce n'était pas suffisant pour arrêter le plus grand talent de cette ère. Bach utilisa la technique de l'épée qui divise le monde. L'ennemi qui dansait fut fendu en deux avant de toucher les cheveux de sa rivale. La scène était terrifiante pour tout le monde. Mais le protagoniste connaissait déjà la technique, et la première chose à laquelle il pensa fut de s'échapper de la prison souterraine. Il s'est donc enfui, emmenant les filles avec lui. L'instant d'après, la prison n'était plus qu'un tas de décombres. Après quelques minutes, le protagoniste parla à la marchande. Elle voulait lui verser la récompense. Pour avoir protégé son objet, il dit que c'est sa petite amie qui l'a fait. La femme accepte et demande où elle est. À ce moment-là, Bekonai s'occupait des blessés, qui étaient ensevelis dans la prison souterraine. La plupart ont survécu. Le protagoniste informe que le boss et Sik ont eu leurs dentiers brisés et ont été attachés séparément. Kyung remarque l'affection avec laquelle l'étoile sombre parle de sa petite amie. Pendant un instant, elle se sent un peu jalouse mais ne peut rien y faire. Kyung demande alors pourquoi il ne s'est pas occupé facilement d'eux. Sik, s'il est aussi un artiste martial comme Baek. Elle a supposé que le garçon n'était pas au même niveau que l'épée du soleil et de la lune. Le protagoniste est embarrassé et dit qu'il n'était pas de bonne humeur. La marchande lui demande ce qu'il aurait fait si elle avait été blessée. Il réfléchit un instant et répond que cela n'arriverait pas, car il a promis qu'il la protégerait. La réponse rend la femme heureuse. Il était clair que le sentiment qu'elle éprouvait pour le protagoniste n'était pas seulement de l'amitié. Quoi qu'il en soit, la nuit commençait déjà à tomber, alors ils ont décidé de retourner à la caravane. La scène change pour le lendemain dans la capitale commerciale. Kai a livré Sik, le chef de la forêt verte, aux autorités. Elle a été félicitée. Le fils aîné raconte qu'il a appris ce qui s'est passé en voyant l'état des criminels recherchés. Il est évident que ce fut un combat brutal. Le marchand dit que la récompense sera bientôt livrée à la compagnie commerciale. Pendant ce temps, le protagoniste demande à sa petite amie de se tenir à l'écart des passants. Il ne se sent pas à l'aise près des bureaux du gouvernement. À ce moment, le plus haut fonctionnaire du comté traite le protagoniste de rebut de la société.
ajoutant que Yal ne tardera pas à finir comme ces autres types. Song dit à Yang que c'est le protagoniste qui a capturé l'un des plus tristement célèbres criminels de la forêt verte. Yang a également défendu le protagoniste et lui a dit de ne pas l'importuner. Plus tard, le groupe s'est rendu dans une auberge locale. Kyung a expliqué la colère du fonctionnaire, Yan. L'influence du Murim a tellement grandi qu'ils ont pris le contrôle indépendant des impôts et du pouvoir militaire dans leur région. Désormais, le gouvernement distingue les gens du Murim des criminels de droit commun. Les forces gouvernementales ne peuvent intervenir que si quelqu'un les attaque directement. Kyung précise que l'histoire qu'elle vient de raconter est liée à l'important objet qu'ils ont protégé. Demain, cet objet sera livré. Et elle demande donc au protagoniste de rester caché. Il s'avère que la personne qui va, celui qui doit recevoir cet objet est un dragon. Et elle est paralysée de surprise. Kyung dit que dans le passé, la transcendance était considérée comme l'apogée des arts martiaux. C'était lorsque l'énergie interne se manifestait au-delà du corps physique sous forme de chi. C'est toujours très important pour les maîtres, même avec les progrès des techniques martiales. Dans le Murim orthodoxe, les personnes qui atteignent la transcendance à un si jeune âge sont appelées dragons ou phénix. Eo dit que c'est fantastique. Il se vante que c'est un phénix. Le protagoniste dit alors qu'ils n'ont pas l'air aussi impressionnants qu'il le pensait. La jeune fille est offensée. Kyung l'interrompt pour dire que la personne qui recevra l'objet important s'appelle le futur du mont Hera, le dragon martial. Et elle se souvient de ce nom. Et dit que cet homme n'est pas ordinaire. Le protagoniste ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Kim prend une grande inspiration, disant que le soleil se couche, et va donc demander des chambres pour qu'il puisse se reposer. La femme décide que 4 chambres, c'est confortable, mais Baek frappe sur la table et d'une voix intimidante. Dit qu'il veut une chambre double. Le gérant accepte immédiatement. La nuit tombe rapidement et Ai était impatiente de prendre une douche, mais elle vit bientôt que Kong utilisait un verre pour écouter ce que le couple faisait dans la chambre voisine. Il se plaint que la femme agisse comme une enfant. Au même moment, Baek demande si le protagoniste ne va pas l'aider. Elle lui rappelle qu'ils ont convenu de pratiquer le contrôle du souffle ensemble. Le garçon est gêné de réaliser que sa petite amie essaie de le séduire, et il ne peut s'empêcher d'être attiré. La femme l'enlace en lui demandant s'il est prêt. Le garçon est très timide et ne sait pas où poser sa main. Baek lui demande s'il n'aime pas ça et avoue qu'elle est prête à tout. Et elle répond. Celle qui n'a pas aimé ça, c'était Kan. À cause de sa curiosité, elle a entendu des choses qu'elle ne voulait pas. Soudain, quelque chose attire son attention. Elle se rend compte qu'un hibou est en train de voler l'objet. Sans réfléchir à 2 fois, la femme s'introduit dans la chambre du protagoniste et lui demande s'il sait où est son épée. Baek n'apprécie pas l'intruse et la menace de l'achever. L'intention meurtrière était si forte que le hibou a renoncé à prendre l'objet. Grâce à cela, le protagoniste a récupéré la mallette, mais il a fini par tomber par la fenêtre et percuter un passant qui passait par là. Par coïncidence, la victime était l'employé, Yan. Cet homme détestait le protagoniste. Et après cela, il eut encore plus de raisons. Une émeute s'est formée autour du corps de l'homme et quelqu'un a crié qu'il avait subi une attaque de l'Étoile Noire. Il fut accusé d'être un criminel. À la fin de la nuit, la prison de la capitale l'attendait déjà. Le protagoniste a été menotté et a tenté de se défendre, affirmant que tout n'était qu'un malentendu. Mais personne ne l'a cru. Suite à l'incident, il a été placé dans une cellule avec un autre prisonnier. L'homme chauve lui a demandé si tout allait bien. Il avait remarqué l'agitation dehors et s'était soudainement retrouvé avec un compagnon de cellule. Le protagoniste fut incapable de répondre à l'homme. Au début, il a cru avoir des hallucinations, mais il a ensuite conclu que son compagnon de cellule brillait vraiment. L'homme s'excuse d'avoir sauté les présentations et dit s'appeler Guandu, un disciple du mont Hua. Il s'attendait à ce que le type vienne du temple Shaolin. Guang l'interrompt et dit que son visage lui est familier. Il est bientôt surpris lorsqu'il réalise qu'il s'agit de l'étoile sombre. Pendant ce temps, à l'auberge, Bak devient de plus en plus furieuse de la situation. Elle prévient qu'elle sauvera son petit ami. Kyung lui demande de se calmer, car s'attaquer à une institution gouvernementale est extrêmement dangereux. La jeune fille répond qu'elle s'en fiche. Alors le marchand demande si elle compte faire du protagoniste un fugitif lui aussi. Bak réalise que la femme a raison et finit par se calmer. C'est un soulagement pour toutes les personnes présentes. Bak dit froidement que la situation doit être résolue.
Kim promet de s'en occuper et lui demande de rester ici avec lui, mais en regardant sur le côté, il réalise que la jeune fille a disparu. Tout le monde n'a pas le courage de rester dans la même pièce que Bak. À ce moment-là, elle mettait son plan à exécution. Elle pensait qu'elle pourrait enfin devenir célèbre. Mais elle était observée en cachette par un inconnu. De retour en prison, l'homme a dit qu'il ne jugerait pas le protagoniste, car il a dû traverser beaucoup d'épreuves. De plus, il croit en son innocence. Il ne s'y attendait pas. Et dit qu'il était habitué au regard méprisant des membres des sectes orthodoxes. C'était comme s'il était leur ennemi juré. Gwang pense différemment. Sa secte ne juge pas quelqu'un uniquement sur la base de rumeurs. De plus, il considère le protagoniste comme un compagnon qui suit la même voie des arts martiaux. Il est ému par son nouvel ami chauve et lumineux. Cet homme a l'air d'être quelqu'un de bien, et cela éveille la curiosité du protagoniste. Il demande pourquoi cet homme a été arrêté. Gwang dit que c'est embarrassant. Tout s'est passé le jour où il est arrivé dans le comté. Et un cheval semait le chaos. Personne ne pouvait rien y faire, car l'animal appartenait au magistrat du comté. Il n'a pas songé à intervenir dans la situation, mais le cheval a paniqué parce qu'il a vu la lumière se refléter sur sa tête. Il avoue qu'il a été offensé, mais ce n'était pas la raison de son arrestation. En fait, il a fini par frapper un type nommé Sung en plein visage, alors il s'est retrouvé en cellule. Mais cela n'a plus d'importance, car aujourd'hui est le dernier jour de sa punition. Et il a l'intention d'aider le protagoniste à sortir de cette situation. Un objet l'attend demain à l'auberge près de la prison. Il imagine bien ce que cela pourrait être. Mais la conversation est interrompue par une explosion. À croire que c'est le diable. La fumée se dissipe et Ai apparaît. Elle prévient que le protagoniste peut déjà réfléchir à une façon de la remercier. Il dit qu'il le fera. Mais maintenant il est curieux de savoir comment elle est arrivée là. La jeune fille dit que c'était facile. Elle a mis tout le monde à terre avec des attaques sur les points d'acupuncture. Gwang semble connaître la jeune fille, et il pense que celle du phénix est venimeuse. Elle se souvient aussi de lui comme du type à la tête brillante du mont Hua. Pour une raison quelconque, la jeune fille a senti que ce type lui serait destiné un jour ou l'autre. Il demande pourquoi elle est venue sauver le protagoniste. Ai dit que c'est une affaire secrète. Elle libère rapidement Ai. Et Gwang lui conseille de se cacher. Ce type nommé Yan n'en restera certainement pas là. Le protagoniste le remercie. L'homme lui adresse un doux sourire. Et dit qu'il espère le revoir à l'avenir. La bonne humeur de l'homme prend fin quand Ai dit que l'épée du soleil et de la lune a tout détruit. Quand elle a su que le protagoniste avait été arrêté. L'aura meurtrière jaillit du corps de Gwang, et il demande si l'épée du soleil et de la lune est ici. Ai demande s'il ne sait pas que le protagoniste est fiancé à elle. Au même moment, Gwang dit qu'il a fait la cour à Io. Pendant tout ce temps sans le savoir. Il le regrette et dit que c'est frustrant. Soudain, le protagoniste fixe le poing de l'homme et esquive. Un trou apparaît dans le mur derrière lui. Ai demande si le chauve brillant est devenu fou. Gwang met sa soudaine explosion sur le compte de ses émotions. Au début, il appréciait le protagoniste. Mais il ne peut pas hésiter maintenant qu'il sait qu'il est fiancé à l'épée du soleil et de la lune. Gwang a l'intention d'en finir avec Ai sur le champ. L'homme chauve n'était autre que le futur maréchal dragon. Dumont Oru. La colère qu'il ressent envers Bak vient du fait qu'il a été vaincu par elle dans le passé. À l'époque, Gwang avait encore 4 mèches de cheveux. Le type a longtemps cru qu'il était fort. Jusqu'à ce qu'il trouve Baek, la femme était d'une puissance écrasante et Gwang se sentit humilié lorsqu'elle coupa les quelques mèches de ses cheveux. Il pensa que c'en était fini de lui, puis l'image de toutes les personnes importantes de sa vie apparut dans son esprit. Il se dit qu'il était faible. Ce jour-là, quelque chose d'incroyable se produisit, Gwang frappa la progéniture. Sa tête fut illuminée d'une vive lumière dorée, pendant que Gwang racontait l'histoire de sa vie. Kyung essaya d'empêcher Baek d'aller en prison, mais cela ne fonctionna pas. À ce moment-là, le protagoniste fuyait la fureur du colocataire. Yin courut aussi pour sauver sa vie. Gwang crie qu'il fera en sorte que cet incompétent ressente la douleur de perdre quelqu'un d'important. L'homme calme que nous avons vu au début semble s'être transformé. Le protagoniste ne comprenait pas comment c'était arrivé, alors il cria que tout était de la faute de sa petite amie. Mais il trouve Baek adorable. Le phénix venimeux dit que c'est le regard d'un homme amoureux. Il lui demanda de résoudre la situation, mais elle estime ne pas en avoir la capacité.
Elle se rend compte que le protagoniste ne pourra rien faire. Alors, n'ayant pas d'autre alternative, elle décide de s'occuper du chauve. On lui dit de continuer tout droit et de tourner à gauche, c'est là que se trouvent tous les objets confisqués. Il obéit et court. Elle est excitée, enfin un duel entre un dragon et un phénix. Pendant ce temps, le protagoniste trouve la pièce où se trouvent les objets des prisonniers. Il voit rapidement son épée et son manteau, mais ne remarque pas quelqu'un à l'intérieur. Les deux crient, effrayés, et le protagoniste demande ce que le type fait là. Avant qu'il n'obtienne de réponse, le mur derrière lui subit d'énormes dégâts et se brise. Le combat entre le dragon et le phénix devient de plus en plus tendu, tout ça parce que la fille le traite de tête de ballon lumineux. Les deux utilisent de bonnes techniques de leur secte, mais l'homme s'arrête un instant et révèle qu'il n'a aucun intérêt à se battre avec la fille. Il lui demande juste de ne pas interférer avec la véritable cible. Alors le chauve crie au porteur de l'épée du soleil et de la lune de ne pas être un lâche. Elle rejette tout ce que l'homme a dit et demande s'il ne comprend pas. Son rival est simplement l'étoile sombre, un fauteur de troubles arrogant et égocentrique. Mais au fond, c'est un type bien. Le protagoniste ne sait pas si la fille le critique ou essaie de l'aider. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle se souvient avoir entendu Guan l'appeler un ami. C'est pourquoi Yeol évite de se battre avec lui. Guang croit aux paroles mensongères de la jeune fille. D'un autre côté, le protagoniste se demande comment il peut appeler ami quelqu'un à qui il n'a parlé qu'une demi-heure. À ce moment-là, le chauve admet son erreur et s'excuse auprès de son ami d'avoir perdu la tête. Tout semblait bien se passer, et le protagoniste était hors de danger. Mais cela n'a pas duré longtemps car sa petite amie est apparue juste après avoir fait exploser un des murs de la prison. La colère de l'homme chauve fut de nouveau ravivée. Soudain, une foule en émoi commence à se rassembler à l'extérieur de la prison pour savoir ce qui se passe. Le bruit entendu à l'intérieur du bâtiment n'était pas commun. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une altercation entre les prisonniers en pleine nuit. Une jeune fille dans un manteau à fleurs dit que le gouvernement inutile ne peut même pas gérer une tâche simple. L'agitation continue à l'intérieur du bâtiment. Kyung demande à Baek de ne pas détruire le bureau du gouvernement, mais la jeune fille s'en moque. Soudain, Sang demande de l'aide pour sortir d'ici. Le marchand est surpris et lui demande ce qu'il fait là. La conversation est interrompue par un juron de l'homme chauve. Baek demande calmement qui il est. Il semble qu'elle ne se souvienne pas du duel qu'ils ont eu il y a des années. Le protagoniste prend la situation en main et dit qu'il assumera la responsabilité de ce que sa fiancée a fait. Guang se calme tandis que Baek demande ce qu'il fait. Yeol dit qu'il va tout arranger. Il s'excusera même auprès de Yan. Il s'avère que le protagoniste est fatigué de vivre ainsi. Il a accepté de prendre une épée. Parce qu'il détestait vivre une vie où on lui prenait des choses, alors il méprise cet endroit appelé le Jianggu et veut juste partir. Baek reste silencieuse et son fiancé la protège. Il s'excuse auprès de Guang, disant que la responsabilité doit être assumée, même lorsque la personne n'a pas l'intention de causer du tort. Dans ce cas, le protagoniste dit à l'homme de prendre la même chose que Baek lui a prise. L'homme chauve lui demande s'il en est sûr. Kyung tente de s'interposer dans le combat, disant qu'ils sont tous les deux des disciples, mais Guang lui dit de se taire. À cet instant, il approche l'épée près du cou de Yeol et dit qu'il va résoudre la situation au nom des lois du Murim. Baek panique, pensant que son petit ami va perdre la tête. En réalité, Guang voulait seulement le rendre chauve, tout comme Baek l'avait fait avec lui lors du duel par le passé. Tout le monde avait l'air blasé, en découvrant la raison de la rancune de l'homme. Au même moment, le nouveau venu, celle que nous avons vue plus tôt avec la cape à fleurs, a fait irruption dans la prison et a frappé le chauve sur la tête, tout en lui disant d'arrêter d'être un idiot. Guang est tombé au sol, inconscient. La femme s'est excusée auprès de toutes les personnes impliquées dans la confusion. Elle dit que Guang avait été envoyé pour accomplir une mission et qu'il a été soudainement jeté en prison. Elle est venue l'aider car elle est une aînée du mont Hua. La femme nommée Chien incline la tête en signe de respect. Après cela, elle salue le phénix venimeux. Aïe reste immobile face à l'apparition inattendue de l'épée de la prune pourpre. Chien la félicite pour avoir atteint le summum de l'accomplissement et être devenu un phénix. Ensuite, elle salue Bae, l'appelant la fameuse épée du soleil et de la lune, qui se place rapidement devant le protagoniste, craignant que la femme ne lui fasse du mal. L'aînée du mont Hua dit qu'elle n'a rien contre le garçon,
Elle voulait simplement vérifier si les rumeurs selon lesquelles l'étoile sombre est un coureur de jupons sont vraies. Il semble que oui, puisqu'il est entouré de femmes en l'occurrence. Chien a l'intention de se livrer à lui en guise d'excuse pour l'erreur de son disciple. Le protagoniste est surpris, la femme presse sa poitrine généreuse contre son corps, disant qu'elle n'avait pas l'intention de s'amouracher d'hommes plus jeunes. Mais certains efforts sont nécessaires. À ce moment, le phénix se souvient que cette même femme essayait de séduire son frère la dernière fois. Elle hurle, demandant si la vieille femme n'a pas honte d'agir ainsi en appartenant à une secte taoïste. Chien se met en colère face à ces accusations et répond qu'elle n'a jamais voulu être une aînée dès le départ. Tout est arrivé alors qu'elle se promenait avec ses maudits pendant la bataille du culte démoniaque. Le phénix est surpris d'entendre cela. L'aînée dit alors qu'elle n'a que 25 ans. Mais il pense qu'elle a 50 ans. Quoi qu'il en soit, la femme est impatiente de devenir l'une des filles du protagoniste. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, sa fiancée prend la situation en main. Le protagoniste est plus important pour elle que tout au monde, alors elle était triste de l'avoir mis en danger. Sa patience était à bout depuis longtemps, mais l'apparition de Chien l'a mise encore plus en colère. Ainsi, l'épée du soleil et de la lune l'invite rapidement à une confrontation. Le coup d'épée de l'artiste martial provoque un bruit énorme dans le bâtiment. Tout le monde se protège. Le protagoniste essaie de la convaincre de ne pas se battre. Ce qui fait réaliser à Chon que les rumeurs étaient fausses. Il est visible que Yula a une affection particulière pour Baek. L'attention de Chon se tourne vers le pauvre homme qui tremble de peur. Il tient l'objet important devant lui et dit à la fille de le prendre. Song ajoute que Yan l'a forcé à le faire. Tout le monde essaie de comprendre ce que signifiaient ces paroles confuses. Au même moment, une voix à l'extérieur du bâtiment traite les prisonniers de crapules. Yeon prévient qu'ils sont encerclés et qu'il n'y a aucune issue. Les gardes de sécurité bloquent toute voie de sortie et préviennent le chef qu'il semble qu'ils soient tous à l'intérieur du bureau du gouvernement. Le problème est que Sung n'est pas encore revenu. Le soldat ajoute qu'il n'est pas sûr que tous ces gens du gouvernement puissent maîtriser le tristement célèbre démon de l'épée du chaos. Yan dit que ce type n'est rien de plus qu'un simple mercenaire. N'importe quel artiste martial entraîné peut en finir avec lui. Le vieil homme ajoute qu'il a reçu un rapport indiquant qu'un ancien du mont Hua se trouve également dans le bâtiment. Ils n'ont donc rien à craindre. Yeon est impatient de mettre la main sur l'objet important que possède Song. Le soldat dit qu'il ne fait pas confiance à cette vieille femme. L'étoile sombre peut facilement utiliser son pouvoir d'hypnose pour séduire. Tout comme il l'a fait avec d'autres femmes. Yeon ne croit pas aux rumeurs. Soudain, un bruit assourdissant attire l'attention de tout le monde. Le bâtiment a été complètement détruit. Yan regarde le protagoniste avec effroi. Le redoutable démon de l'épée se tenait devant lui, Eol-sun. Il remercie la mariée de les avoir protégés. Kyung remercie également. Elle pensait qu'elle allait être écrasée dans ce bâtiment. Le marchand en a donc profité pour gronder Kyung, bien que la vieille femme ne soit pas responsable à 100% de cela. Yeon a demandé, surpris, pourquoi elle ne punit pas cette ville crapule. La femme dit qu'il ne devrait pas parler ainsi de son mari. L'homme est certain qu'elle a été hypnotisée et interrompt la conversation pour ramener son. Elle dit qu'elle a découvert que cet homme a délibérément provoqué le moine Guang pour le jeter en prison et s'emparer de l'objet important à la place. Kyung accuse également l'homme d'avoir dressé un hibou pour voler l'objet. Il avait donc prévu de garder Guang en prison et de le voler secrètement plus tard. Yan maudit Song pour avoir révélé tout le plan. Il pense qu'il peut encore se sortir de toute cette situation indemne. Et dit que peu importe l'opinion des gens du Murim. Yan a accusé Eol d'avoir détruit le bureau et d'avoir forcé son affaire de faux aveux. Il condamne donc le protagoniste. Eol est choqué par l'accusation. Yan lui dit de se rendre. Baek est agacé par ses paroles et par le protagoniste. Tente de la calmer, Cheyenne s'interpose dans la discussion. Car elle ne trouve pas juste ce que l'homme a dit. Yan dit qu'elle doit être une adepte d'une secte taoïste. Ou quelque chose du genre, mais elle n'arrive même pas à gérer une gamine comme ça. Auquel cas les deux seront immédiatement signalés à la préfecture impériale. Cheyenne lui couvre la bouche avec sa main, disant qu'elle a aussi un rapport à envoyer. Yan n'a pas seulement convoité la propriété du mont Hua, il a aussi faussement accusé un disciple et l'a emprisonné. Cela signifie qu'il déclare un conflit direct avec le Murim, apparemment. L'homme n'est pas prêt à faire face aux conséquences, il ne peut que s'excuser encore et encore. Le jour suivant, Chin expose l'objet important. Ai est agacée, car elle s'est mise en danger pour un morceau de métal. La vieille femme commente que cela fait 30 ans qu'elle n'a pas vu ça.
Le phénix demande à quoi sert l'objet. Chien l'ignore et la remercie d'avoir protégé l'objet, puis elle touche la main du protagoniste doucement, disant qu'elle veut le retrouver. Soudain, Guang lui crie d'être raisonnable et d'arrêter de séduire quelqu'un d'assez jeune pour être son fils. Ai est d'accord avec l'homme qui est ligoté. Guang tourne son attention vers Ai et son fiancé. Il fait comprendre qu'il n'a pas oublié la rancune qu'il a pour ses 4 mèches de cheveux, mais qu'il mettra ses ressentiments de côté pour le moment. Il lui assure qu'il remportera la prochaine confrontation. Ai et Bak se contentent de le regarder. L'artiste martial ne se souvient toujours pas de Guang, et il en est frustré. Finalement, la conversation prend fin et les nouveaux venus partent. Kyung se plaint que les derniers jours ont été fatigants. Elle décide de trouver une calèche confortable pour se reposer. Le protagoniste demande si la mariée est fatiguée. Bak répond que ça va. Il se rend compte que la jeune fille est triste à propos de quelque chose, probablement parce qu'ils n'ont pas profité de la nuit comme il le voulait. Kyung commande une calèche à 4 places en direction de Yukakon. Mais le protagoniste frappe sur la table et demande 2 calèches en cèdre. Les yeux de Bak s'illuminent en entendant cela, tandis que Ai se plaint que la construction d'une telle chose prendra trop de temps. 3 jours plus tard, dans le village de Yanwan, les villageois écoutaient attentivement les détails d'un combat qui a eu lieu dans la capitale. La conteuse n'était autre que Ai. Elle racontait que lorsqu'ils sont montés dans la calèche, le protagoniste a lancé une puissante attaque surprise contre Bak, mais la jeune fille n'est pas restée en reste et a immédiatement riposté avec la technique d'absorption des étoiles, et c'est ainsi qu'a commencé une bataille intense et sanglante. Yin termine en disant que la féroce confrontation a duré 3 jours et 3 nuits sans fin. Kyung écoutait l'histoire, embarrassée. Elle savait que le phénix n'avait pas compris ce qui s'était réellement passé dans la calèche. Baek et Eo s'étaient juste emballés comme n'importe quel couple. Plus tard, Kyung a informé le protagoniste de l'histoire que Yin racontait. Baek ne semblait pas s'en soucier, mais elle était embarrassée et s'est excusée. Kyung précise clairement qu'elle n'a pas été dérangée par la situation. Elle veut juste que le couple soit plus discret. Le protagoniste est d'accord. À ce moment, ils entendent Yin parler du cri qu'elle a entendu de Baek pendant le combat dans la calèche. Le phénix croyait aveuglément qu'il s'agissait d'un duel. Baek décide de régler ça, elle quitte la pièce. Et Kyung en profite pour parler à Eo du paiement. Le montant initialement annoncé était de 3009, mais il est passé à un total de 6009. Le protagoniste ne pourrait être plus heureux, alors Kyung lui annonce la triste nouvelle que 3 des chariots de ravitaillement ont été perdus dans un glissement de terrain, sans parler des amendes exorbitantes et des coûts supplémentaires. Dans ce cas, le protagoniste devrait perdre une bonne partie de l'argent. Mais ce serait injuste, puisque c'était la faute des bandits de la forêt verte. Ainsi, Kyung comprend que Eo a rempli la tâche de la défendre. Elle a également partagé la récompense qu'elle a obtenue de Yang pour les bandits. À ce moment-là, le protagoniste reçoit un sac contenant de nombreuses pièces d'or. Yang a ajouté un revenu supplémentaire pour compenser les pertes. Eo a pleuré d'émotion. Yang prend une pause sensuelle et dit qu'elle lui offre un traitement de faveur. Le protagoniste ne peut penser qu'à l'argent. Avec 10 009, il pourra louer un nouvel endroit. L'aubergiste fait irruption dans la chambre en entendant cela. Et crie que le protagoniste va enfin pouvoir partir. La scène change pour Yukakon, une colonie située dans l'ouest du Shanxi. Trop grand pour être un village, mais trop petit pour être une ville, l'endroit était une halte stratégique pour les marchands et les voyageurs. Le propriétaire s'occupait de tout. Lorsqu'il recevait des visiteurs, Baek fut présentée comme une voyageuse qui voulait louer une chambre. L'homme la regarda, amoureux. Mais il fut effrayé en voyant le compagnon de Baek. L'apparence du protagoniste faisait peur à n'importe qui. L'assistant essaie de dire que le propriétaire n'est pas à blâmer pour sa réaction effrayée. Il s'avère que tout le monde était au courant pour sa maison qui avait pris feu. Depuis lors, personne ne semble vouloir louer de maison à des personnes peu orthodoxes. Le protagoniste suppose que tout est de sa faute. Bak lui tient fermement la main et dit que le marié peut la serrer s'il a peur. C'est plus que suffisant pour comprendre ce qu'il faut faire. Le moment romantique du couple est détruit par elle. Il dit que les deux n'ont pas exactement le genre de relation que les couples matures devraient avoir. Soudain, elle est traînée par le propriétaire de l'auberge pour s'être enfuie du travail.
Le protagoniste se tourne vers la mariée et lui demande si elle désire quelque chose de spécial dans la nouvelle maison. Le souhait de Bach est une grande maison avec de nombreuses pièces. Pendant un instant, elle a oublié que la mariée a toujours vécu dans d'immenses demeures, puisqu'elle est la fille d'un riche noble. En réalité, Bach veut une grande maison car la famille ne tardera pas à s'agrandir. Le protagoniste est embarrassé tandis que l'assistant crie que louer une maison implique des responsabilités. Il demande un acompte d'au moins 10 000 nians. Le protagoniste pense que c'est beaucoup d'argent et demande s'il est en train de louer un manoir. L'assistant a une idée en entendant la suggestion concernant le manoir. Il demande au couple de le suivre, puis ils arrivent devant une immense maison avec beaucoup de meubles. Elle est ravie. C'est la plus belle maison qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Il demande si c'est vraiment juste un acompte de 10 000 et un loyer mensuel absurdement bas. L'assistant confirme que pour l'instant, oui. Il est sincère et prévient que le prix bas est dû au fait que la maison est maudite. L'homme fait un grand mystère en racontant que tout a commencé avec la première famille, puis sont venus les locataires suivants. Au total, 4 familles ont vécu dans cette maison. Elles ont été persécutées et victimes d'escroqueries à la location. Le protagoniste fait de son mieux pour jouer la comédie et feint une grande frayeur. L'homme dit avoir confiance que le protagoniste ne fera pas la même chose. À ce moment-là, ils sont interrompus par la propriétaire de la maison. Elle pense que c'est l'endroit parfait pour fonder une famille, mais il regarde alors la propriétaire. Et se souvient rapidement de qui elle est. Cette femme l'a déjà escroqué auparavant, en disant qu'elle pouvait lui louer une maison. À cette époque, le protagoniste n'avait que 5 000 nians, et était heureux quand l'affaire fut conclue. La femme lui a souhaité bonne chance et lui a dit d'appeler s'il avait besoin de quoi que ce soit. Elle est partie et elle s'est dépêchée de voir la nouvelle maison, mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas être louée, parce qu'elle allait être mise aux enchères. Les résidents connaissaient déjà l'arnaqueuse, qui a volé tout l'argent des locataires. L'endroit était un véritable chaos à cause d'elle. Le protagoniste nourrissait une rancune tenace envers cette femme depuis longtemps. Alors maintenant, il voulait en finir avec elle. L'assistant a tenté de calmer la situation, mais elle affirme que cette femme a volé son argent. Il devient encore plus agacé qu'elle n'essaie pas de se défendre. La femme en profite pour hurler qu'on la bête. Des cris se font rapidement entendre. Quelqu'un dit qu'il va appeler les autorités. La femme ment, affirmant avoir été battue hier et être à nouveau punie aujourd'hui. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'argent dont il parle et suggère que le garçon l'emmène voir les autorités. Sinon, elle peut retirer ses vêtements pour prouver ce qu'elle avance. En entendant cela, Bach sort son épée. L'arnaqueuse en profite pour jouer la victime. L'assistant s'interpose finalement dans la discussion et leur dit d'entrer. Tous les 4 discutent poliment dans une pièce du manoir. La femme est visiblement à l'aise avec la situation et le chaos qu'elle a créé. Le protagoniste demande confirmation si elle est bien la propriétaire de la maison et s'il y a un contrat qui le prouve. L'assistant répond par l'affirmative, la maison lui appartient. Elle exige qu'elle lui rende l'argent qu'elle lui a volé pour qu'il puisse louer la maison. La femme rit et dit que son argent ne représente même pas un dixième de la valeur du manoir. Le protagoniste est sur le point de devenir fou quand elle annonce qu'elle va assumer la responsabilité de ses actes. Dans ce cas, la femme suggère d'échanger l'argent qu'il possède contre ce manoir. La proposition est étrange et audacieuse. Le protagoniste pense qu'elle essaie de lui monter une autre arnaque. La femme feint l'innocence. Elle est pensive car il n'a pas d'autre choix. Des rumeurs sur son identité se sont répandues partout. La plupart des propriétaires ne veulent pas de lui comme locataire. Alors, au moment où le protagoniste s'apprête à accepter la proposition, son fiancé lui touche la main et refuse l'offre. La femme lui demande s'il réalise l'incroyable opportunité que cela représente. Bach lui dit simplement de se taire et de rendre l'argent qu'elle a volé à elle. L'intention meurtrière est palpable pour tout le monde dans la maison, sauf pour le protagoniste. Bach lui touche doucement la main et dit qu'il n'a pas besoin du manoir, que rester à ses côtés est amplement suffisant. La propriétaire hurle qu'ils sont des idiots d'avoir fait ce choix. Elle est certaine qu'ils ne trouveront aucune autre maison disponible pour le couple. La propriétaire, furieuse de la situation, dit à Bach pourrait utiliser la maison pour y amener ses clients la nuit. Le protagoniste ne pouvait pas supporter un tel manque de respect envers sa petite amie. Alors dans un moment de fureur, il a giflé la propriétaire au visage. Le coup était assez fort pour la chasser de la maison. La femme est tombée au sol, se plaignant de la douleur. Il a pris son air le plus intimidant et a demandé comment elle osait insulter sa femme.
Les villageois observent la scène avec effroi. Le protagoniste serre les poings. Il ajoute que la femme devra payer le prix pour avoir insulté Bach. La propriétaire dit que c'est un sale type qui résout tout par la force brute. Elle annonce donc qu'elle fera de même et demande si le garçon pensait par hasard qu'elle n'aurait personne pour gérer cette situation. À ce moment, la femme appelle ses délinquants. Elle a ajouté qu'elle allait l'achever. Bach a demandé au protagoniste de gérer la situation, mais il a supplié de le laisser. La protéger au moins une fois dans sa vie. Soudain, les délinquants sont arrivés et l'un d'eux demande « Qui a fait du mal à sa petite sœur ?» La fille avait le soutien des bandits de la forêt verte. L'un d'eux avait été témoin de la terrible rencontre avec le protagoniste et son groupe. Il a donc refusé de se battre à nouveau avec l'étoile sombre. Tous les bandits s'inclinent et demandent pitié. Ils disent qu'ils ne font plus partie du groupe de la forêt verte. Mais le protagoniste sait que c'est un mensonge car les hommes portent toujours leur bandana dans les cheveux. La propriétaire ne comprend pas pourquoi les bandits se prosternent. Ils refusent d'affronter le pouvoir de l'étoile sombre. Le protagoniste en est heureux et dit qu'il peut maintenant régler son affaire avec la femme. La propriétaire dit alors qu'il vaut mieux régler ça à l'amiable. Elle s'excuse, espérant que tout se terminera au plus vite. Mais l'attention se tourne vers la petite amie du protagoniste. À ce moment, elle émane une aura meurtrière et intimidante près des bandits. Cela les pousse à révéler la vérité sur la fausse propriétaire. Selon les bandits, cette femme crée un sceau qui ressemble exactement au vrai, puis elle cible les maisons dont les propriétaires sont partis depuis longtemps. Ensuite, elle se fait passer pour la propriétaire, en signant le contrat de propriété. Et en disparaissant avec la compte. Tout ce que la femme peut faire à ce moment-là, c'est s'excuser. Mais un bruit de coups de poing se fait entendre. Plus tard ce jour-là, l'arnaqueuse a été autorisée à sortir par les médecins. Son corps était couvert de bandages, et elle a été engagée comme servante dans une auberge. Le propriétaire de l'ancienne maison du protagoniste exige qu'elle nettoie le 2e étage. Et de ne pas oublier d'utiliser la serpillière. Il est heureux de voir qu'il a quelqu'un d'autre pour faire son travail. L'homme s'approche du protagoniste et lui demande s'il n'a toujours pas trouvé la maison qu'il cherchait. Le garçon répond tristement que non, alors le propriétaire est contraint de lui trouver une chambre dans l'auberge. Le propriétaire était triste de la situation car il savait que tôt ou tard le couple causerait de nouveaux problèmes. À cet instant, un homme entre dans l'auberge et demande si le protagoniste est bien l'étoile sombre. Après la confirmation du garçon, l'inconnu s'incline profondément, disant qu'il a enfin rencontré le grand guerrier. Il s'est présenté comme étant Yu Eo. Son nom lui est familier, et pour cause, la mère de Yu est la même vieille dame qui fut enlevée lors de l'incendie de la maison du protagoniste. Le type a dit que c'était de terribles souvenirs. Et il a promis d'achever les coupables dès qu'il les trouverait. Le protagoniste a failli révéler que le responsable se trouvait dans la cuisine. Yu raconte qu'il a entendu dire que Ael avait même accepté une réputation déshonorante juste pour sauver sa mère. Alors il voulait le remercier personnellement. Yu dit que l'escroc qui venait d'être attrapé avait aussi sa maison pour cible. Il en avait la forte intuition car c'était la propriété que sa famille avait perdue à cause d'une escroquerie durant son enfance. Ses parents ont passé toute leur vie à essayer de l'acheter. Récemment, l'escroc est apparu et il voulait le détruire à main nue. Le protagoniste manque de révéler que l'escroc se trouve dans la cuisine de l'auberge à cet instant même. Yu finit par dire la raison de sa venue. Il se sent redevable envers le protagoniste depuis que sa mère a été sauvée. Il a donc pensé qu'il serait préférable que le garçon loge chez lui en attendant de trouver la maison de ses rêves. L'offre est immanquable. Car le couple voulait emménager depuis longtemps. Yu précise que la maison est vide maintenant que sa mère a emménagé avec lui. Ainsi son sauveur peut y rester aussi longtemps que nécessaire. Il n'arrive pas à croire que quelque chose d'aussi bon soit arrivé. Il est prêt à célébrer avec sa fiancée. Et elle dit que maintenant, ils peuvent agrandir la famille, mettant tout le monde dans l'embarras. La scène bascule vers un lieu inconnu. Un doyen aux cheveux blancs dit à son disciple qu'ils doivent récupérer leur fille, même si elle est insensée. La nuit tombe. Il profite de l'instant pour prendre une douche chaude. Elle, pendant ce temps, utilisait l'escroc comme subalterne. Le phénix pensait qu'il vaudrait mieux vivre seul dans l'auberge. Mais elle a rapidement changé d'avis, sentant qu'elle perdait son temps à rester ici. Le lendemain, le protagoniste s'entraîne aux arts martiaux mais se sent frustré. Il a tenu la première partie de sa promesse en obtenant la maison, mais malgré tous ses efforts pour devenir un artiste martial. Maître en arts martiaux, il ne peut sentir ni son dantian ni son énergie interne. Le garçon se demande comment Bach est devenue si forte. Soudain,
quelqu'un répond qu'il l'ignore. Il est surpris de voir Ri et lui demande ce qu'elle fait chez lui. Kyle était certain que le phénix devrait être au travail à cette heure. Elle lui dit de ne pas se soucier des détails. Puis lui demande s'il connaît une faiblesse de l'épée du soleil et de la lune. Il y réfléchit et a des pensées déplacées. Il secoue la tête négativement. Et demande s'il manigance quelque chose. La jeune fille admet qu'elle a une dette envers le couple pour toute cette histoire de malentendu qu'elle a racontée aux villageois. Mais que son objectif depuis le début était de vaincre Bak, alors elle a décidé qu'aujourd'hui elle réglera le grief qu'elle a contre l'artiste martial. Mais attaquer imprudemment ne donnerait pas de bons résultats, alors elle veut découvrir les faiblesses et les secrets des arts martiaux de Bak. Le protagoniste demande comment la jeune fille a le courage de révéler ce secret devant lui. Un silence gênant s'installa. Soudain, il fut frappé d'un coup de poing à la tête. Au même moment, Bak fait des courses pour le dîner. Lui et il observe furtivement. Le phénix demanda pourquoi il observait sa propre femme. Le protagoniste avoue alors qu'il n'a jamais vu Bak s'entraîner. Il est également curieux de connaître le secret de sa force. Peut-être que Bak s'entraîne en secret. Quoi qu'il en soit, le protagoniste veut un indice pour devenir un maître comme elle. Il dit que c'est pourquoi elle a engagé quelqu'un à l'avance. L'assassin ne devrait pas tarder à se montrer. Ainsi ils verront Bak se battre. Il est surpris par le plan de la gamine. Il dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car ce n'est qu'un test. À cet instant, un homme barre la route à Bak. Il reconnaît l'assassin, c'est le vieil homme de la falaise. Avant que l'aîné puisse faire quoi que ce soit, Bak les enterre, lui et I, dans le sol. Le protagoniste profite du fait qu'il a été découvert pour lui demander si elle ne s'entraîne pas. Bak répond qu'à part l'entraînement d'énergie externe qu'ils font ensemble, elle ne s'entraîne pas du tout. Il lui demande si elle ne peut pas être blessée. L'épée du soleil et de la lune dit qu'actuellement, ses compétences sont considérées comme faibles depuis qu'elle a quitté le Murim. Ce qui surprend I, car Bak est la personne la plus forte qu'elle connaisse et ses compétences ne sont pas du tout faibles. Bak répond que cela ne la dérange pas de cesser un jour d'être une maîtresse martiale. Son seul but est de rester à ses côtés pour toujours. Le protagoniste réalise qu'elle renonce à beaucoup de choses pour lui. Le vieil aîné demande pourquoi Bak n'essaie pas un véritable transfert de chi, peut-être que cela aiderait son petit ami. Ce n'est pas seulement bénéfique pour le receveur, mais cela aide aussi le donneur à maintenir son sens du flux d'énergie. Dans ce cas, il reste puissant et rend le protagoniste fort. Cela ne nécessite pas d'endroit spécifique, donc ils peuvent essayer tout de suite. Bak pense que c'est une excellente idée et dit qu'ils peuvent le faire. Le protagoniste répond que c'est embarrassant de le faire dehors. Il insulte le garçon pour son esprit mal placé. Bak prend l'initiative et touche son dos. Éal s'assoit par terre et prend une profonde inspiration. Cette fois, il peut sentir clairement l'énergie interne. L'énergie familière de Bak circule profondément dans son corps. C'est une sensation très agréable, et le protagoniste la compare aux nuits qu'il passe avec sa bien-aimée. Heureusement, l'énergie ne rencontre aucun problème en parcourant son corps. Éal pensait que c'était le bon moment pour devenir un maître des arts martiaux, mais soudain, il écarquilla les yeux. Éal sent l'énergie interne s'échapper de son dentian. Bak s'inquiète, elle lui demande si tout va bien. Le visage radieux, le protagoniste dit qu'il sait ce qu'il doit faire. Il remercie sa petite amie, car c'était tout ce dont il avait besoin. Éal lui dit au revoir, en disant qu'il va s'entraîner encore un peu, avant que cette sensation ne disparaisse. Bak pense que quelque chose ne va pas et essaie de l'arrêter. Mais cela ne fonctionne pas. Le protagoniste prend ses distances et s'enfonce plus profondément dans la forêt. Maintenant qu'il est seul, il dit qu'il était sur le point de réussir quand soudain l'énergie a disparu. Éal sent comme si quelque chose bloquait dans sa poitrine. Il crie de frustration et frappe un arbre de son poing de toutes ses forces. Le protagoniste regarde sa main blessée et se sent comme un raté. Il dit que c'est pathétique. À ce moment-là, quelqu'un dit que Éal semble conscient de ses lacunes. Éal regarde l'aîné avec surprise, Baksik, son beau-père. L'homme le regarde froidement, disant que 10 ans ont passé. Depuis ce jour-là, le protagoniste lui demande comment il est arrivé là. Soudain, Sik claque des doigts, tout en disant que Éal devrait baisser la tête en rencontrant son maître. Puis un disciple saute sur les épaules du protagoniste et lui pousse la tête vers le sol. Comme Éal n'a pas essayé de se défendre, Sik en a conclu que les rumeurs selon lesquelles il était devenu un maître étaient un mensonge. Le protagoniste lui crie d'attendre.
Mais l'homme lève la main et dit qu'il va s'occuper de quelqu'un d'aussi pathétique que lui. Il frappe la poitrine du protagoniste, visant son point faible. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, il réalise que la jeune fille était triste de ne pas pouvoir aider son fiancé. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour changer cela. Soudain, un homme apparaît et s'incline devant Baek en signe de respect. Il arbore un sourire terrifiant, demandant si la jeune fille se souvient de lui. Mais d'une voix froide, elle répond qu'elle ne s'en souvient pas. L'homme se présente comme étant Dojin, le majordome en chef du clan Baek. Il est venu la rencontrer sur l'ordre de maître Seok. Baek répond qu'elle ne connaît aucun Seok. Dojin lui dit que c'est son père. La jeune fille semble aussi surprise que n'importe qui par cette information. Elle devient pensive, et l'homme crie que Seok est son père. Elle pense qu'il vaudrait mieux que l'homme s'en aille, mais il dit que le maître a envoyé de nombreuses lettres, demandant à Baek de retourner à la demeure principale, puis lui demande pourquoi elle n'a pas répondu. Baek révèle alors qu'elle a simplement jeté toutes les lettres, car elles provenaient de toute façon de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. L'artiste martial fait clairement savoir qu'elle ne retournera pas, car sa place est à Hillside. Dojin dit que c'est exactement pour cette raison qu'elle devrait l'accompagner. L'humeur de la jeune fille change radicalement. Le majordome qualifie le protagoniste de serviteur immonde et l'informe qu'il a déjà été roué de coups, puis jeté dans une calèche comme un sac à patates. La description de la scène inquiète tout le monde, en particulier Baek. Dojin dit que Seok connaissait sa faiblesse. La jeune fille n'a d'autre choix que de repartir. À cet instant, elle attrape Dojin par le cou et dit qu'elle les anéantira tous s'il touche à un seul cheveu de son fiancé. Elle est prête à combattre son propre père. Le vieil aîné demande à Baek de relâcher Dojin. Il pense qu'il est plus efficace pour elle de retrouver son fiancé. Quelque temps plus tard, ailleurs, le protagoniste a un flashback sur le passé. Au moment où il a rencontré sa fiancée. Ils n'étaient que des enfants lorsque le garçon a été engagé comme son serviteur. Les deux sont rapidement devenus amis. Les villageois n'appréciaient pas beaucoup cela car Baek était la fille d'un noble. Quoi qu'il en soit, les enfants étaient heureux ensemble. Un jour, le protagoniste est arrivé. Tout excité avec une assiette de yakwa et l'a offerte à Baek. Elle semblait de mauvaise humeur et lui a dit de le manger seul. Il lui a assuré que c'était bon. Il voulait le partager avec elle, mais Baek a refusé. Le protagoniste a insisté un peu plus, jusqu'à ce qu'il remarque le regard vide de la jeune fille fixé vers le ciel. Ses yeux ne contenaient rien. Tout a changé quand Baek l'a regardé. Il s'est vu dans ses yeux et a réalisé que c'était la seule chose que la jeune fille possédait. À ce moment-là, le flashback se termine et le protagoniste se réveille à cause d'un bruit dans la calèche. Quelqu'un est entré dans le chariot en tenant une faux. Le protagoniste a été effrayé par le vieil homme à l'intérieur. Bientôt, une autre personne est apparue. Un jeune homme aux cheveux blonds a souri subrepticement, disant qu'il avait enfin trouvé le démon de l'épée du chaos quelques minutes plus tard. Le jeune blond montra la situation du temple au protagoniste. C'était surprenant car l'endroit aurait dû être complètement détruit il y a 10 ans. Le type dit qu'il a été détruit, mais qu'ils l'ont reconstruit. Il va droit au but et demande pourquoi il a été amené dans ce lieu. Il se soucie également du bien-être de la mariée. Un autre doute surgit, le jeune blond nommé Jin appartient aux 5 grands clans. Ça n'a aucun sens qu'il soit sur la propriété de la famille Baek. Jin dit qu'il n'a pas besoin d'être si prudent, mais le protagoniste ne croit pas pouvoir faire confiance à un ravisseur. Jin révèle que c'est lui qui leur a ordonné de s'occuper de l'étoile sombre pendant les 10 jours qu'il a fallu pour arriver ici depuis le village de Yuka. Il crie de surprise, demandant s'il a été inconscient pendant 10 jours entiers. Jin ignore la question pour dire qu'il a réalisé que le protagoniste n'a pas beaucoup d'énergie. Il peut utiliser la médecine secrète du clan Pen. C'est une sorte de pilule de récupération qui l'assomme et guérit son corps. Le protagoniste se souvient de ce qu'il fait normalement pour refaire le plein d'énergie et se sent embarrassé. Jin dit qu'il peut l'imaginer. Après tout, il a vécu sous le même toit que l'épée du soleil et de la lune. Le type commence à dire à quel point Baek est belle, et la façon dont sa peau claire apparaissait à chaque mouvement était tout simplement à couper le souffle. Jin admet qu'il est jaloux du protagoniste et lui demande de raconter comment s'est passée la nuit qu'ils ont passée ensemble. Eo saisit le type par le col, menaçant de l'achever. Jin est heureux d'avoir réveillé la fureur de l'étoile sombre. C'était exactement ce qu'il voulait voir. Mais il ne pense pas que Eo soit assez homme pour frapper quelqu'un. À ce moment, le protagoniste perd patience et envoie son poing dans le visage du disciple.
La scène change pour la maison principale du clan Baek. La petite amie du protagoniste ramène le majordome inconscient à Sik. Le père regrette les mauvais choix de Baek. Il dit qu'il l'a élevé avec tant d'affection pour se faire manquer de respect. Baek lui dit de se taire et pointe son épée, demandant où est le protagoniste. Sik dit qu'elle est stupide, qu'elle ne sait même pas comment tenir une épée dans cette situation. De retour au protagoniste, son coup a manqué sa cible et Jin l'a frappé à l'estomac. Le type dit qu'il comprend ce qu'il ressent, c'est comme si on vous brûlait les entrailles. Avec une barre de fer chauffée au rouge, mais il ne pensait pas que le puissant démon de l'épée du chaos aurait des difficultés à résister à cette attaque. Jin change de sujet, lui demandant s'il connaît le vieux dicton selon lequel le gâteau de riz du voisin semble toujours plus gros. Cela s'applique aussi aux femmes. Il convoite ce qui appartient à un autre depuis longtemps. Le protagoniste se relève immédiatement du sol et demande ce qu'il essaie de faire à Bak bon sang. Jin applaudit Io pour sa capacité à se tenir debout dans ces conditions. Cela l'excite encore plus à poursuivre le jeu, mais un bruit l'empêche de continuer. Bak entre dans la salle accompagné de son père, alors. Il donne l'ordre de laisser le gendre du clan Bak tranquille le lendemain. Bak porte la tenue du clan et marche paisiblement parmi les passants, les gens louent sa beauté. Mais elle a l'air agacée. Soudain, son épée s'arrête à quelques centimètres du cou de Sik et Jin. Les gens disent qu'elle a probablement été forcée d'être là. Son intention meurtrière était évidente. Bak rengaine son épée et continue de marcher. Sik lui dit qu'il se souvient du moment où la jeune fille a également rejeté cet humble serviteur au début. Il ne comprend donc pas ce qu'elle a trouvé en lui. Bak répond qu'elle a tout trouvé. Pendant que le père et la fille parlaient, Aïe s'est faufilée dans le village. Elle a suivi Bak jusqu'à l'endroit et a été surprise de constater qu'il n'y avait aucune barre de protection. Maintenant, elle pense qu'elle peut enfin trouver la faiblesse de l'épée du soleil et de la lune. La nuit tombe bientôt. Io saisit le majordome par le col et dit qu'il veut voir Bak. Il est immobilisé par des gardes de sécurité. Le majordome dit qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais le protagoniste est certain que Bak n'agirait pas de la sorte sans raison. Le majordome l'accuse d'avoir profité de Bak puisqu'elle possédait richesses et titres. Io sait qu'ils veulent le convaincre de se méfier de Bak et lui faire croire qu'il a été abandonné. Le protagoniste est placé dans une pièce sombre et un garde de sécurité protège la porte de ses tentatives d'évasion, et pas seulement avec un verrou. Il commence à réfléchir à la raison pour laquelle personne ne le laisse voir Bak. Un souvenir du passé lui revient en mémoire. Sik disait que Io était la faiblesse. Le protagoniste comprend qu'il doit fuir d'ici et trouver sa fiancée, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Soudain, une explosion défonce sa porte et le garde de sécurité est projeté au loin. C'est comme si elle avait lu dans ses pensées. Il en profite pour s'échapper et lui demande pourquoi elle est venue. Le phénix avoue que ses intentions ne sont peut-être pas pures, mais qu'elle est venue parce qu'elle sait qu'il se retrouve toujours coincé quelque part. Le protagoniste la remercie tout en courant. Aïe lui donne une information importante. Avant de le trouver, elle a vu que Bak se trouvait dans une annexe. Aïe crie sur le protagoniste, lui disant de se dépêcher et de faire quelque chose. Après tout, elle a été kidnappée. Le protagoniste pense au fardeau qu'il pourrait représenter et en vient à la conclusion que rester ici ne fera que gêner Bak. Il est comme un poids pour elle. Il se sent inutile en pensant cela. Ses pensées sont interrompues par Aïe. Elle dit que l'annexe est juste devant. Le protagoniste la remercie pour son aide, alors ils s'introduisent tous les deux dans l'annexe et appellent Bak. Mais Aïe sent que quelque chose est étrange. Il n'y a aucun garde dans cet immense manoir. Si la situation était normale, Bak les aurait déjà entendus et serait sorti pour les accueillir. Alors, Aïe sent que c'est un piège. Le protagoniste répond que Bak est là. Il est tout excité en voyant la silhouette de la mariée, mais elle ne bouge pas et ne lui parle pas. Il essaie de la toucher quand il est averti de ne pas s'approcher davantage. Il dit à la jeune femme qu'il est là pour elle. Puis demande à au moins voir son visage, mais Bak lui frappe la main. Elle s'excuse et prévient qu'elle se marie demain. Il reste silencieux face à cette information. Soudain, Aïe entend des rires et sort aussitôt ses aiguilles. Jin dit que c'était mieux que prévu. Attendre jusque tard dans la nuit en valait vraiment la peine. Il se met en colère et demande ce qu'il a fait à Bak. Jin s'approche de la jeune femme et répond qu'il n'a rien fait. Il prend congé, disant qu'il doit dormir car demain, c'est son mariage. Le protagoniste décide de donner une leçon à ce type, mais Bak lui barre la route et le frappe à la nuque. Jin éclate de rire, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune femme sauve la vie de son amant.
Des larmes apparaissent dans les yeux de Bach. Le protagoniste s'évanouit à cause du coup d'acupuncture, et la jeune femme le retient dans ses bras. D'une voix intimidante, elle avertit Jean qu'elle le détruira s'il touche à nouveau à ses cheveux. Le type remarque alors Haï et demande ce qu'ils vont faire. Bach demande ce que la jeune femme fait ici. Phoenix réalise qu'il doit fuir. Au plus vite, mais avant, il dit à Jean qu'il est un piètre artiste martial. Il a à peine atteint le début du royaume suprême, et en plus de ça, il est ici. À baver sur la femme d'un autre. Haï ajoute que ses parents devraient avoir honte. Elle décide d'en finir avec lui sur le champ, mais est arrêtée par un vieil homme qui demande si elle est la plus jeune fille de la famille Tang. L'homme déplore que l'on laisse les enfants jouer dehors si tard. Il ordonne ensuite à Jean d'aller dans sa chambre se reposer. Car il aura besoin de force pour demain. Le jeune blond obéit et traite Haï de bâtarde. Puis quitte l'annexe, Baek tourne son attention vers la jeune fille et lui dit qu'il est temps pour elle de connaître sa place. L'instant d'après, il reçoit le même coup que le protagoniste et s'évanouit. Quelques heures plus tard, il se réveille dans une chambre du temple Baek avec des menottes en fer froid au poignet. La jeune fille est visiblement en colère et essaie de parler au protagoniste, mais le pauvre garçon était recroquevillé dans un coin, pleurant sa fiancée. Épouser un autre homme, il dit que c'est pire que n'importe quelle menotte. Elle essaie de remonter le moral de son ami et lui dit qu'il est impossible que ce salaud soit sérieux, probablement. Baek est forcé d'agir ainsi parce que le clan a quelque chose contre elle. Le protagoniste dit qu'il le sait. Le problème, c'est que tout est de sa faute. Il est sûr que Baek ne l'abandonnerait jamais, mais il ne peut s'en empêcher. Toute son expression était triste. Le protagoniste se reproche d'être faible. Il pleure jusqu'à s'endormir. Soudain, il voit son moi enfant et réalise que c'est un rêve. Le protagoniste connaît l'endroit. C'est la montagne de l'ancienne famille Baek. Maintenant, il est curieux de savoir où ce rêve le mène. Baek apparaît également. Le blizzard devient intense, et il essaie d'avertir son moi enfant que c'est dangereux. Le protagoniste savait qu'il était capable de se protéger, ainsi que toutes les personnes autour de Baek. Il voulait donc que son moi enfant le fasse aussi, et cesse d'être un fardeau pour les autres. Mais l'enfant fait comprendre qu'il doit rejoindre Baek parce que c'est important pour lui. Ces mots le touchent profondément, et il a l'impression de recevoir l'étreinte de Baek. Le protagoniste est réveillé de son rêve Paris. Elle lui tend le manteau et lui demande pourquoi il veut en manier l'épée. Il réalise qu'elle a vu son rêve et se demande si c'est elle qui l'a provoqué. La jeune fille répond que peut-être, puis révèle que Baek lui a dit de connaître sa place et de se concentrer sur ce qu'elle peut vraiment faire. Il a trouvé cela complètement étrange car la femme ne l'a jamais appelé par son nom. Phoenix ajoute que si elle devait choisir la meilleure chose concernant les arts secrets du grand clan Tang, ce serait la médecine. Alors elle a pris le pouls du protagoniste pendant son sommeil et a découvert qu'il y a du poison gu dans son corps. Habituellement, c'est quelque chose que le culte démoniaque utilise pour contrôler les otages. Il réagit à un signal, une flûte spéciale, et alors le venin du parasite commence à ronger son cœur, ce qui signifie qu'il peut être assassiné. Lorsque le son l'atteint, la révélation est effrayante pour le protagoniste car il se souvient que Baek l'a frappé avant que le signal ne puisse les atteindre. Elle ne faisait que le protéger. Je dis que le garçon a raison. Le problème est que la flûte n'est pas ici. Après s'être réveillée, elle a réalisé que les ravisseurs ont laissé les manteaux et les armes bien en vue, et maintenant qu'elle regarde ses menottes, il est clair qu'elles sont ridiculement faciles à déverrouiller. Ils n'ont pas facilité les choses par bonté d'âme. J'assure que Baek ne saura pas qu'ils se sont enfuis et que le mariage continuera comme prévu. Ce n'est pas bon. Peut-être que Jean a provoqué cela exprès pour voir jusqu'où le protagoniste irait. Pour la marier. Le jour suivant arrive, les disciples de la secte Baek se rassemblent pour le mariage. L'oncle de Jean dit que l'organisation est digne d'un noble. Sik répond que tout cela est grâce au généreux soutien du clan Peng. L'homme prend une profonde inspiration et demande si le maître est d'accord avec ce mariage. Son neveu, Jean, n'est plus humain. On a placé en lui des attentes bien au-delà de son talent parce qu'il était enfant unique. Et à la fin, il est devenu quelqu'un qui trouve sa satisfaction à faire souffrir les autres. L'oncle de Jean suppose qu'il pourrait avoir des problèmes en racontant cela. Mais il veut que Sik sache que sa fille épouse un fou. Sik répond qu'il s'en fiche. L'oncle de Jean se dit que ce ne sont pas les yeux d'un père qui aime son enfant. La scène change et montre le protagoniste. Il est honnête et dit que s'enfuir ne serait pas la pire des idées.
Honnêtement, elle n'a pas confiance dans le plan qu'ils ont inventé. Il lui demande simplement pourquoi elle a commencé à apprendre les arts martiaux. Le phénix profite de ce moment pour se vanter. Elle dit qu'elle a pensé au bien de la famille Tang et du clan, alors elle a décidé de devenir une artiste martiale. Le protagoniste dit qu'il a la même volonté, donc il doit sauver sa fiancée. Quelques minutes plus tard, les préparatifs pour le mariage étaient déjà prêts. Il ne manquait que Baek. L'assistante a répondu aux dernières demandes. La petite amie du protagoniste avait une dague cachée dans sa jambe. Son plan est d'assassiner Sik et Jin. C'est pourquoi elle a accepté le mariage. Baek était déjà au courant de l'empoisonnement du protagoniste, mais n'a pas trouvé la flûte, alors il a l'intention d'éliminer tout le monde, pour qu'il ne reste personne pour jouer de la flûte. À ce moment, une voix dit qu'il est venu la voir. Baek s'attendait à trouver un ennemi, mais en se retournant, elle réalisa que c'était elle. Il a dit qu'il était venu la chercher. La jeune fille n'a pas pu résister et a sauté dans ses bras. Elle s'est excusée pour le coup qu'elle lui a donné hier à la gorge. Il dit que tout va bien. Baek s'inquiète pour sa condition physique à cause du poison et demande au marié de partir. Le protagoniste dit qu'il le sait déjà et que c'est pour ça qu'il a un plan. Jin écoute furtivement derrière la porte. Et elle dit que d'abord il devrait s'enfuir et retourner à la maison. Jin entre finalement dans la pièce et accuse sa fiancée d'essayer de s'échapper de son propre mariage. Il traite le protagoniste de lâche, ce qui rend agacé que ce soit Jin qui ait eu recours au poison. Elle le traite de honte pour la secte orthodoxe. Jin répond calmement qu'il n'y a rien de mal à un mariage arrangé, avec consentement mutuel entre deux grandes familles, mais qu'ils peuvent régler ça par un duel comme de vrais artistes martiaux. Et elle n'était pas préparée à cette offre. Soudain, Jin informe tout le monde à voix haute que l'étoile sombre et le jeune maître du clan Pen se battront pour l'épée du soleil et de la lune. Les disciples sont choqués par la nouvelle. Et le type utilise tout le monde comme témoin. Jin voulait juste embarrasser elle. Il a entendu de Suk que le protagoniste n'est qu'une coquille vide qui ne peut même pas utiliser correctement son énergie interne. Jin a saisi l'occasion de faire l'offre devant tout le monde, pour ne pas laisser à elle une chance de refuser. Ce serait mauvais pour sa réputation. Alors il demande si l'adversaire accepte le duel. La réponse du protagoniste est accompagnée d'un coup de poing bien ajusté au visage de Jin. Il crie que Bak lui appartient déjà. La fureur de l'attaque a projeté Jin au loin. Bak a été surprise par l'action de son petit ami. Le protagoniste l'a serrée dans ses bras et a dit qu'elle n'est pas un prix sur lequel on peut parier. Bak a rougi en entendant cette déclaration. Maintenant, il espère s'enfuir avec elle. La scène bascule dans le passé quand elle y réfléchissait à un plan pour se débarrasser du poison. Le protagoniste a imaginé qu'il pourrait couvrir le son de la flûte avec un son plus fort. Il a dit que c'était une idée stupide. Il n'y a aucun moyen de vraiment dominer un instrument avec du bruit, à moins de pouvoir réunir une chorale entière. De retour au moment présent, le protagoniste s'est dirigé vers l'arène de duel de la famille Bak. Suk l'insulte de sale gamin pour avoir compliqué les choses inutilement. Soudain, il est surpris par Elle saute devant lui, tenant des aiguilles dans ses mains. Les gardes assurent la protection du maître. Il dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car elle n'est que le bras droit de l'étoile sombre, qui éliminera tout le monde à ce moment-là. Après ces mots, la jeune fille lance quelque chose qui les handicape. La vision des gens de ce côté de l'arène. Les cris offensifs des disciples s'entendent de loin, grâce à cela, le bruit de la flûte est en arrière-plan. Le protagoniste pense mentalement Phénix. Il en profite donc pour s'enfuir avec Baek, mais il est interrompu par une attaque surprise. L'épée du soleil, et il bloque le coup avec la dague cachée. L'oncle de Jin prévient que Sik lui a ordonné de s'assurer que ce mariage ait lieu. Il ne peut donc pas les laisser s'échapper. Son neveu apparaît pour empêcher la fuite. Le protagoniste ne comprend pas comment le garçon est debout après le coup qu'il a reçu. Il a utilisé une armure d'acier pour s'assurer que Jin soit inconscient. Mais cela n'a pas fonctionné longtemps. Maintenant, ils sont encerclés. Baek se promet qu'il protégera le marié quoi qu'il arrive. Il a fait la même promesse. Il était capable de tout pour être à ses côtés. Jin rit de la situation et dit qu'il mettra fin à l'atmosphère romantique. Il tient l'épée et vise l'épaule de elle. Mais le protagoniste bloque facilement l'attaque et l'a redirigée vers la droite. Jin pensait que c'était impossible. En fait, elle s'était entraînée à l'avance.
car il savait qu'à un moment donné, il devrait protéger la personne qu'il aime. Après avoir redirigé le coup de l'ennemi, le protagoniste a visé la poitrine de Jin. Pendant ce temps, le combat entre Baek et son rival se déroulait dans le ciel. Le combat aérien a attiré l'attention de tout le monde dans l'arène. L'oncle de Jin a été offensé quand Baek l'a regardé d'égal à égal avec seulement une dague à la main, mais il n'a rien pu faire. 3 duels se déroulaient en même temps pendant que Eel se battait avec Jin. Il affrontait les gardes du chef du clan Baek. Un ancien observait la confrontation depuis le sommet d'un bâtiment, et quelque chose a attiré son attention. Un épéiste de 3e ordre qui marchait aux côtés d'innombrables guerriers puissants et comprenait l'essence de la force de l'épée. Les gens du clan Baek ne faisaient pas confiance à Eel. Mais il s'est consacré à combattre de front l'héritier de la famille Peng. À ce moment, le protagoniste a les mains qui s'engourdissent. Chaque attaque bloquée porte une force écrasante, si bien que son épée et son bras risquent d'être détruits. S'il commet la moindre erreur, le protagoniste sait qu'il est désavantagé car il n'a pas d'énergie interne. À ce moment-là, Jin lui dit de se battre comme un homme. Son coup le plus puissant n'a provoqué qu'une petite coupure à l'abdomen. Le protagoniste réfléchit à ce qu'il doit faire. Attaquer demande de grands mouvements, dans ce cas il pense qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Soudain, Jin essaie de le frapper avec son épée. Heureusement, le protagoniste l'esquive et, d'un seul mouvement, vise le point vital de son adversaire. L'aîné était satisfait de la décision de Tel, mais a dit que ce n'était pas suffisant. À ce moment-là, le protagoniste sent que quelque chose cloche. Son attaque a échoué et il voit que l'arène est vide. Bak hurle de désespoir. Réalisant qu'elle est distrait, Jin exécute soudainement l'attaque, et le protagoniste est projeté contre le mur. Il est inconscient pendant un moment puis se réveille. Mais il a l'esprit confus et ne peut pas bouger. Elle se dit qu'il doit se relever. Il admet tristement que son rival est un maître au sommet, contrairement à lui qui n'a même pas d'énergie interne dans son corps. De plus, le protagoniste n'a pas pu se débarrasser du poison. Jin pensait être le vainqueur, mais elle se releva, prêt à l'affronter. Le jeune blond lui cria de ramper par terre comme un déchet. D'une voix intimidante, le protagoniste exigea que le type dégage de son chemin parce qu'il gêne la vue de Bak. Sur ce, Jin promet de l'achever. Bak ne peut rien faire, car elle doit s'occuper d'un épéiste. Ce qui l'inquiète pour son fiancé c'est que le protagoniste reste immobile et un sentiment agréable envahit son corps. Puis il sent quelqu'un toucher son cœur. Une énergie déferlante circule rapidement, et tout le monde peut sentir que quelque chose a changé. Le protagoniste retrouve ses forces et bloque l'épée. Il dit que le duel se terminera en un seul coup. Il frappe d'un coup de genou entre les jambes de Jin avec une force brutale. Le jeune blond hurle de douleur. Son oncle tente d'intervenir, mais il est trop tard et Jin s'effondre au sol, inconscient. Bak enlace le protagoniste, lui demandant s'il va bien, tandis que le couple se laisse emporter par un moment romantique. Sik menace de frapper son disciple parce qu'il a menti sur le fait de ne pas avoir d'énergie interne. Elle rit en entendant la confusion. Elle dit que son ami est trop fort et que l'homme a eu tort de le sous-estimer. Sik décide d'ignorer la jeune fille et reporte son attention sur sa fille. Il montre la flûte et dit que la vie de Tel est entre ses mains. L'oncle de Jin se plaint qu'ils aient blessé le jeune maître du clan Peng. Soudain, ils sont interrompus. Quelque chose vole vers la main de Sik et la flûte est détruite. Le maître a l'air en colère et se rend compte qu'il s'agit de l'ancien Soul. Le vieil homme dit qu'il est très honteux pour quelqu'un de ne pas accepter la défaite. Sik se fait gronder pour s'être mêlé d'un duel qui avait déjà un vainqueur. Le père de Bak est surpris par l'apparition du maître. D'un autre côté, le chef du clan Peng est certain que Soul n'est venu que pour sauver sa disciple. Il se souvient que l'ancien a disparu de nulle part et s'est isolé pendant des décennies après la bataille de la secte démoniaque. Soul dit que l'homme devrait se rendre service et se retirer de sa position de chef de la famille Peng. Le protagoniste est surpris par la langue acérée du maître de Bak, il ne savait même pas que sa petite amie était l'élève de l'homme le plus fort au monde. Bak dit qu'elle a été forcée, elle a simplement accepté de reproduire ses arts martiaux pour le faire taire car l'homme était très agaçant. Soul admet qu'il observait le couple de loin parce qu'il avait peur.